Salut et bienvenue à tous, et bienvenue à toutes et à tous. Nous serons deux aujourd'hui pour vous présenter le XR360, moi et Rames, mais je vais vous laisser d'abord prendre connaissance du menu croustifondant de ce XR360. Nous allons parler de quoi? Nous reviendrons sur des news autour de Magic Leap. L'Arpara. Arpara, si vous ne connaissez pas, c'est un casque haute définition, mais qui se veut avec un tout petit form factor, 200 grammes sur la balance, c'est plutôt acceptable. On reviendra sur une boulette de 0 à net, parce que n'y a pas de raison qu'on ne s'amuse pas à les tacler un petit peu. Europa Park qui fait concurrence au Futuroscope. Et bien évidemment, le Cambria, sur lequel on a des news un peu rassurantes, assez rassurantes en tout cas, si vous posiez la question, on verra ça incessamment sous peu, ainsi que Apple, et bien sûr le tour du festival Steam, autour des jeux VR. C'est rare que la VR ait son festival, en dehors des VR en colère, donc autant le partager et se faire plaisir. J'accueille tout de suite un écran blanc, voilà. J'accueille tout de suite un écran blanc. Non, on accueille tout de suite Rames. Comment vas-tu, Rames? Ah, alors attends. Voilà, Attends, et on ne m'entend pas, on ne voit si, pas, c'est bon, c'est ça, bon, non? bon. À la volée, Salut j'y ai le pensé. chat, du coup. Salut le chat, et désolé pour le bruit de la clim de Zazel. Voilà, moi je vous partage le bruit de mon ventilo que vous n'entendez pas. J'ai été assez généreux pour le mettre très très loin, moi. Voilà, donc si vous entendez quelque chose, c'est voilà. le ventilateur de Rames, hein, bien sûr. Absolument pas ma clim. Voilà. Donc t'es plutôt team ventilateur, toi? Bah, j'ai pas trop le choix en fait, j'ai pas de clim chez moi, donc j'aimerais bien avoir la clim. Ah. Mais bon. J'ai une 3080 achetée déjà avant. Ouais, mais ça fait pas du tout office de ventilateur ni office de clim. Hein. Ça fait office de ventilateur, mais pas clim, ouais, effectivement. Et salut Mime Steve. Ça fait office de radiateur. Voilà, alors on change de cam, comme ça on est mieux. Bienvenue, donc, disais-je, sur ce XR360 que nous ferons à deux, exceptionnellement, parce que Mathieu, du coup, a décidé de nous lâcher pour partir en vacances. Et voilà, quelques jours. En tout cas, on lui souhaite bon vol, il est déjà sur le vol du retour. Bienvenue à Mimsteel, bienvenue à Galdian, bienvenue à David, Seikert également. On espère que vous allez bien, que vous prenez pas trop chaud en ce moment. Oubliez la VR hein, pendant quelques jours encore, je pense. Mais ça ne nous empêche pas, bien évidemment, de suivre l'actu. Et en parlant d'actu, je vous propose qu'on commence tout de suite avec la première news, dès que j'aurai fait le partage d'écran qui va bien. Parce que j'ai oublié de le préparer, celui-là. C'est ma faute. C'est ma faute. Alors attendez, j'en ai pour 2 secondes. Hop, hop. Voilà. Normalement, on est pas mal. Et on va commencer tout de suite avec un documentaire sur VRChat. C'est bien ça, Rames? Exactement. C'est HBO qui s'occupe de faire ce petit documentaire. En fait, HBO s'est intéressé tout d'abord toute cette hype autour du métavers. Et finalement, comme le métavers, ça n'existe pas concrètement encore, parce qu'on n'a pas toute cette interopérabilité dont on n'arrête pas de vous en reparler régulièrement dans les épisodes d'XR360, ils se sont dit, on va plutôt aller voir ce qui se fait aujourd'hui dans le social en réalité virtuelle, c'est-à-dire les applications sociales type VRChat ou Rec Room, etc. Et si vous connaissez par exemple ce que fait Lenny, typiquement sur TikTok, où il présente un petit peu tout ce qu'on peut faire sur VRChat, c'est-à-dire pas juste aller voir des avatars on va dire les 70% des avatars dans VRChat, c'est des jeunes demoiselles dénudées, mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Salut Hitch. On a tout le reste, en fait. On a tout le reste avec, par exemple, des personnes qui font des cours de danse, des personnes qui font des cours de langue des signes, des personnes qui font du théâtre, ce genre de choses. Bref, pas mal de choses qui sont intéressantes, en fait, et qui seront des usages potentiellement plus tard de ce qu'on appellera le métavers. Et HBO a décidé de faire un reportage, du coup, filmé intégralement en réalité virtuelle dans VRChat. Là-dessus, je suis très impatient de voir la production value, la qualité de production, en fait. Savoir s'ils ont utilisé plusieurs caméras, etc. Parce que justement, Lenny, avec le collectif Rage Corner, fait déjà des petits spectacles de temps en temps là, dans VRChat, et ils ont carrément une régie dans VRChat avec plusieurs caméras pour faire plein d'angles, etc. Et du coup, il y a un reportage qui va sortir, du coup, ce sera disponible sur HBO Max à partir du 27 juillet.
Donc bah voilà, le manquez pas si jamais vous avez l'occasion de le regarder. J'ai ouï dire qu'il y aurait déjà des personnes qui vont le streamer sur l'application Big Screen qui est gratuit, sachant que HBO normalement je crois qu'il faut un abonnement, donc ça vous permettra de le regarder potentiellement gratuitement, et ça pourrait être intéressant de voir en fait. Enfin, je suis très curieux de voir s'ils vont pas faire des raccourcis un peu maladroits, comme on a souvent l'habitude de le voir en réalité virtuelle. Là, apparemment, la méthode, ou en tout cas les intentions étaient assez louables, d'après d'après certaines personnes que j'ai pu interroger et qui auraient participé au projet. Donc je suis assez curieux de voir ça. Ce sera peut-être une belle manière de voir la VR. Et puis surtout, HBO qui s'intéresse à la réalité virtuelle, et en plus sur VRChat, bah, ça va avoir pas mal de retours médiatiquement parlant. Donc j'espère que ce sera bien tourné, on verra ça. Bah, carrément. En tout cas, on l'espère. Alors que la pub. On dit bonjour à ce jeune routier. Voilà, la pub YouTube. Hein. Comme quoi, les pubs ciblées, ça marche pas. Ok, désolé pour le bruit de la clim, je vais essayer de me mute, effectivement, quand c'est Rames qui parle. Comme ça sera un petit peu plus pratique. J'ai essayé de baisser le son également, mais ça n'a pas l'air de fonctionner des masses. Donc je vais me rapprocher du micro, et puis on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Ouais, c'est pas si fort que ça. Ok, bon, ça marche. Non, salut Trendville, Trendville. 9. Hello, bienvenue à toi. Salut. Salut. Désolé si j'ai écorché le pseudo. En tout cas, bienvenue, installe-toi pour cette deuxième news. La deuxième news, eh ben, c'est tout simplement Magic Leap. On a enfin une date de sortie qui devrait du coup correspondre au mois de septembre. Alors, Magic Leap version 2. Allons-nous voir la baleine enfin. Si vous vous souvenez pas effectivement du premier, de la première itération, alors déjà d'une, c'est pas forcément improbable du coup que vous ne l'ayez pas vu, pas testé, parce qu'en fait ce n'est jamais sorti en Europe, hein, c'est vraiment resté aux États-Unis. Il fallait se le faire importer, et donc c'était pour un total de 1800 si je me souviens bien, avec les taxes de douane. Oui, on n'est que deux ce soir. Mathieu est en vacances. Et il est dans l'avion, il revient. Du coup, voilà, si vous vous souvenez pas de la première itération, ça avait fait le buzz. Hein, vous savez, Magic Leap, c'est cette startup qui a levé le plus de fonds. On parle de milliards de dollars. On parle de 8 milliards même d'ailleurs, si je ne m'abuse. Sur du vent. Sur une baleine, dans un stade, dans un terrain de basket. Pour finalement avoir un tout petit FOV et quelque chose de si peu concurrentiel par rapport à l'HoloLens que c'en était ridicule. Eh bien, la société a changé de président, déjà, c'est une présidente maintenant, qui s'appelle Rio, je me souviens plus de son petit nom. Tu t'en souviens, toi, Rames? Je me souviens plus. Le nouveau nom de la société? Non, de la présidente de Magic Leap. Enfin bref. Du coup, ils sont... Truc Johnson. Ouais, pardon. Ouais, Truc Johnson. Bah, appelons-la Truc Johnson. En tout cas, voilà. C'est une femme qui a remplacé du coup les frasques de l'ancien président pour faire passer un petit peu plus la pilule. Là encore, pour la deuxième édition, ils avaient levé énormément d'argent. En tout cas, sachez que maintenant, on a une notion de prix. Alors là, c'est terminé. Le côté, on cherche un petit peu à se démarquer de l'HoloLens. Là, on est clairement même au-dessus du prix. Hein, ouais, avec du 3300 $, encore une fois, avec un an de garantie. Mais on pressent que ça ne sera disponible, encore une fois, au début, même s'ils précisent quand même que le 30 septembre, ça devrait être disponible, même dans nos pays à nous, j'ai quand même encore des doutes, moi personnellement, je sais pas ce que tu en penses, Rames, mais moi j'ai encore des doutes quant au fait que ça sera délivré chez tout le monde. J'ai pas vu d'ailleurs de normes européennes passer au niveau de Magic Leap pour l'instant, donc après ils ont encore du temps, hein, le 30 septembre, c'est pas tout de suite, mais quand même, les normes européennes à passer durant l'été, ça peut être un petit peu tendu. À croire qu'ils connaissent pas nos administrations européennes. Bref, on est sur du 3300 $ pour la version de base.
4100 pour les développeurs, parce que pourquoi pas leur mettre une petite cartouche. Non, mais à côté de ça, vous avez les accès au SDK et aux différents outils. Et la version entreprise, voilà, c'est la cartouche suprême, 5000. Mais là, vous avez 2 ans de garantie. Hein. Faut pas déconner, voilà, vous payez quand même 1007 de plus, mais pour être conforme aux normes européennes, hein, voilà, pour avoir 2 ans de garantie. Et bien évidemment, c'est le truc qui ne vous intéressera peut-être pas, mais il y a une gestion de flotte. C'est généralement ce qu'on attend dans les versions entreprises, c'est-à-dire que vous avez une entreprise, vous avez genre 100, 200 lunettes, vous devez, entre guillemets, pouvoir centraliser absolument tout ce qui va être mise à jour, tout ce qui va être installation de soft, etc. Et donc, ils fournissent le logiciel pour le faire, et ça, c'est plutôt cool. Est-ce que, pendant que je vous présente du coup un petit peu les specs, vous pouvez les lire, mais enfin c'est clairement du classique. On est sur un FOV légèrement plus grand que celui de HoloLens 2 pour l'instant, et légèrement moins grand que l'HoloLens 3 normalement. On n'est pas du tout sur la même technologie, on est sur une technologie un petit peu moins coûteuse en termes d'affichage, en termes de qui est brevetée mais moins coûteuse. Et si vous voulez avoir une version grand public des Magic Leap, sachez que leur ingénieur principal s'est barré en Chine pour fonder la société Nreal. Et on dit bonjour à Emric qui nous rejoint dans le chat. Et qui a totalement raison, et le Lynx à 600 $ à côté, quoi. Et à côté de ça, voilà, c'est ce que j'allais dire, à côté de ça, vous avez des devices comme le Lynx, comme le Cambria, qui, du coup, bénéficient... Alors, ce sont des technologies de mixed reality dans lesquelles vous voyez à travers les verres et les hologrammes sont mis en surimpression par-dessus. Là où le Lynx et le Cambria, on parlera du Cambria un petit peu plus tard, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que vous voyez tout au travers des caméras. Vario, aussi, c'est vrai qu'on les cite que très peu dans la mixed reality, pourtant c'était de loin les précurseurs. Mais par contre, pareil, on n'est pas du tout sur la même échelle de prix. Mais voilà, on voit tout au travers des caméras. Donc c'est le pass-through haute définition, coloré, sans déformation. Et pour tous ceux qui ont un Quest 2 et qui se sont un peu amusés avec le pass-through, imaginez quelque chose avec des caméras haute définition. Et voilà, on voit au travers du casque et ça se passe très bien. Ça enlève en fait une bonne grosse dose de technologie et de brevet. Ce qui rend le matos complètement abordable. En CPU, vous avez quand même un quad-core, c'est un Zen 2, sur de l'architecture qui n'est pas ARM, mais elle est bien du x86. Et puis, du coup, vous avez forcément les gigas de RAM qui vont bien sur un poids de 260 grammes, donc ça, on en reparlera sur la news d'après. Le form factor est quand même appréciable, clairement les Magic Leap. C'est-à-dire qu'on peut critiquer son système de tracking, on peut critiquer beaucoup de choses, mais finalement le form factor par contre lui, même si on avait l'air d'une mouche avec la première itération, honnêtement c'était hyper confortable. Par rapport à HoloLens qui fait encore très casque, là vous aviez une vraie paire de lunettes, très grosse mais une paire de lunettes. On est sur du 120 Hz, on est comme je l'avais dit sur un FOV pas très conséquent. Sachez qu'un HoloLens c'était une feuille A4 portée à bout de bras, un HoloLens 2 c'était légèrement plus grand de 20% si mes souvenirs sont bons. Et bien là on est légèrement encore un poil plus grand en termes de FOV horizontal, mais surtout on est sur un carré, donc on a l'équivalence en FOV vertical, ce qui change un petit peu la donne sur tous les modèles que vous voyez. Typiquement une télé, voilà, si vous la voyez de près avec un Magic Leap 2, eh bien vous verrez le haut et le bas. Voilà, ça peut paraître débile, mais sachez que le gros inconvénient de ces lunettes-là, c'est que si ça sort du FOV, ça croppe. Voilà, ça coupe en fait votre hologramme. Et donc forcément, sur l'immersion, ça pose pas mal de soucis. Voilà, je crois que c'est un petit peu tout ce qu'on pouvait dire. Je sais pas si... Est-ce que toi tu l'achèterais, Rames? Non, clairement pas, parce que en face, il y a les HoloLens en fait. Déjà à titre d'usage en tant que concurrent, et HoloLens, si je dis pas de bêtises, c'est livré avec toute une suite de logiciels en fait. Oui, enfin, oui, tu as la suite de base. Voilà, c'est ça. Et Magic Leap 2, j'ai l'impression qu'ils ont quelques trains de retard là-dessus. Et comme tu l'as précisé, il y a le Cambria qui va arriver et le Lynx, et clairement, je vois pas pourquoi en fait j'achèterais ce type de device. Sauf uniquement, comme tu l'as précisé, pour le form factor en fait. Le form factor qui peut éventuellement séduire les entrepreneurs, etc. Tu vois, les entreprises qui veulent faire tester des devices sans effrayer non plus
les personnes qui vont les essayer, etc. C'est sûr que c'est un peu plus, entre guillemets, présentable. C'est pas forcément le bon mot, mais Et qui a été peut-être retravaillé plus d'ailleurs. accepté. Qui a été retravaillé pour complètement, ouais. l'occasion. On a moins cet aspect donc arrondi de partout qu'avait les Magic Leap 1. On est plus ça, sur ouais. une paire de lunettes très très conséquente, mais un petit peu classique. Et on nous demande du coup, est-ce qu'on peut jouer avec en tout cas, même si j'imagine que c'est la question. La réponse est oui. On a des jeux qui sont très bons, du coup, sur en tout cas la première itération, sur le Magic Leap 1, mais notamment un jeu de robot qui était vraiment excellent, dont le trailer, du coup, bah, voilà, un petit peu à l'image de la baleine, c'est pareil, le trailer était formidable, c'était génial, et bah, in-game, c'est génial, parce que vraiment c'était en plus l'un des premiers à vraiment faire un FPS, typiquement sur Mixed Reality. Mais bah, on voit énormément les défauts. Enfin, personnellement, pour du gaming, on va vraiment se rapprocher. Si vous voulez faire de la XR, du coup, en gaming, vaut mieux se rapprocher, je pense, sur un Cambria. Est-ce qu'il est autonome? Oui, mais déporté. C'est-à-dire que vous avez en fait une petite unité là, ici, que vous allez mettre dans la poche. Et bah, du coup, dans la poche ou au niveau de la ceinture. Et donc, tout le calcul se fait au travers de cette unité-là. Et les contrôleurs, voilà, vous avez un contrôleur assez basique en IMU. Donc du coup, c'est de la détection magnétique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je crois que j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, si vous voulez la retrouver sur la chaîne secondaire ou sur anciennement etr.fr. Je pense que vous pourrez retrouver l'analyse que j'avais fait avec ça. C'est très efficace, mais c'est pas aussi précis que ce qu'on voudrait. Donc, pour moi, l'IMU, je le vois plutôt maintenant sur du full body tracking notamment. Ça pourrait être hyper pratique. C'est-à-dire que c'est pas une précision hors pair, mais ça suffirait amplement en fait pour du full body tracking plutôt que directement les balises SteamVR. Voilà, je crois que c'était à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur Magic Leap 2. C'est cool, ça sort. Au moins, c'est pas une arlésienne. Mais par contre, c'est au moins le double du prix qu'on attendait à la base. Donc, voilà. Et comme je vous le dis assez souvent, là, on a donné les prix en dollars. Donc, il y aura pas frais d'importation là en l'occurrence parce que ça devrait être disponible en France, enfin du moins dans les pays européens, mais par contre vous avez forcément les 20% qui vont bien sur le produit, et à 5000 €, ça commence à piquer. Ouais, et puis je trouve les paliers aussi abusés. Entre le palier classique de base, le palier développeur pro et entreprise, enfin ils ont... après ils font tous un petit peu ça, hein. Si tu prends le Quest 2, c'est de la magie. Si tu prends le Quest 2, ouais, complètement, mais en fait, je trouve que c'était 600 € le Quest 2 quand même. Ouais, mais après ça montait vers les 800 et quelques, je crois. Si tu 600, c'était pour la version low storage. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ouais, mais tu montais de quelques centaines d'euros sur les paliers. Et là, tu montes de plus de 1000 € à chaque fois. Là, tu prends 1700 balles par rapport à la version customer. Donc, ouais. Ça pique un peu quand même, je trouve. Pour 2 ans de support, finalement. Pour une entreprise qui a encore tout à prouver, parce que pour le moment... c'est ça. Ils n'ont rien prouvé, quoi. En tout cas, on leur souhaite de percer un petit peu. En tout cas, ils auront plus de chances de percer, effectivement, avec cette deuxième itération déjà retravaillée, et surtout qui peut se vendre aussi en dehors des États-Unis. On le rappelle, c'était une galère phénoménale pour s'en acheter un à l'époque. Beaucoup ont craqué avec des sites d'ailleurs qui prennent grosse commission au passage. Donc voilà. News suivante. Eh ben allez. News suivante, il me semble que Pico a quelque chose à nous dire. Ouais, Pico continue. En tout cas, effectivement. Pico continue de faire sa petite bêta de son côté. Et chose qu'on apprécie, c'est que Pico, quand ils font une bêta et que vous faites les mises à jour sur votre casque, ils partagent en fait les patch notes. Voilà, ils vous indiquent ce qu'ils intègrent dans leur dernière version. Ça, c'est plutôt cool. Ce que je pourrais un petit peu reprocher d'ailleurs à Meta, qui le fait uniquement via des posts de blog. Là, vous avez des posts de blog. Là, vous avez toute la mise à jour qui s'inscrit en fait dans votre casque. Quand vous démarrez votre casque, ça vous dit qu'est-ce que vous avez. Bref. Dernièrement, Pico a fait une petite mise à jour et ils ont ajouté ce qu'ils appellent le Remote Play Assistant. Et c'est une petite application que je trouve assez chouette. Ça vous permet en fait tout simplement de vous installer un client sur votre PC et sur votre casque. Et en fait, vous allez pouvoir regarder vos films en local chez vous,
un petit peu comme on le fait sur Big Screen, mais vous n'êtes pas obligé en fait de transférer le fichier du film dans votre casque. Là où ils font fort, en fait, c'est que ça marche très très bien, par exemple, avec les films 3D. Par exemple, je me suis testé Avatar en 3D, et je crois que le film fait dans les 33 gigas, si c'est pas un peu plus. Donc c'est bon, le Pico est disponible en une seule version à 256 gigas, mais 33 gigas plus 33 gigas plus 33 gigas, si t'es quelqu'un qui aime bien regarder les films en 3D chez toi, Avec les films, ça monte très très vite. Ouais. ça monte, voilà, ça monte très très vite, et du coup, cette petite application vous permet de regarder vos films en 3D dans d'excellentes conditions. Franchement, j'ai été assez surpris par la qualité en local, et du coup, petite application qui est gratuite, voilà, qui s'intègre au casque, et ça marche plutôt bien. Du coup, voilà, je sais qu'on n'est pas nombreux à avoir des Pico parce que c'est vraiment un programme bêta, hein, exactement, mais ils font pas mal d'efforts. Et ils ont laissé entendre que sur leur Discord qu'ils allaient potentiellement viser d'autres pays d'Europe. Ce serait toujours sur une bêta, hein, de toute façon, tant que c'est pas déployé à l'international, il ne faut pas s'attendre à avoir un casque qui soit terminé avec une 1.0 vraiment nickel. Il y a encore pas mal de petits problèmes, de bugs, etc. Il y a des personnes qui ont des soucis avec SteamVR, d'autres qui en ont plus du tout. C'est mon cas par exemple. Moi, ça y est, le casque fonctionne très très bien, j'en suis très content. Mais voilà, petite application que j'ai trouvée assez chouette, et dont un certain méta pourrait peut-être s'inspirer pour leur casque, parce que c'est vrai que si tu veux regarder des films en 3D, il faut télécharger généralement des logiciels sur le Quest, parce que les formats sont pas complètement, les formats sont pas tous compatibles et tout. Et l'OS de Pico lit plutôt pas mal de formats. Je suis assez surpris. J'ai toujours pas rencontré en fait de format qui le lisait pas. Et leur lecteur, vous savez, en fait, vous laisse la possibilité de choisir si vous voulez, si c'est une image qui est séparée en deux, enfin, le style de la 3D, parce qu'il y a plein de styles de 3D différentes, et il vous laisse choisir, en fait, à la volée, comme ça, vous cliquez sur un petit peu tout, et dès qu'il y en a une qui fonctionne bien, c'est la bonne. Et bref, voilà, Remote Play Assistant, ça marche vraiment très très bien. Si jamais vous avez un Pico, n'hésitez pas à tester, c'est disponible comme d'habitude gratuitement sur leur site. Voilà. Et il y a Skybox, effectivement, à Galdian, que tu précises, qui le fait très très bien aussi en local. Et le chouchou d'Agadian, MoonVR, et si c'est son chouchou, on va expliquer rapidement pourquoi. MoonVR, c'est un lecteur vidéo un petit peu style comme Big Screen, etc. Sauf que vous pouvez activer le pass-through des caméras. Et donc, si vous aimez regarder votre film et tout en faisant quelque chose que la VR ne permet pas beaucoup, c'est-à-dire boire une petite canette à côté sans la faire tomber ou sans enlever le casque à chaque fois pour rattraper votre canette, etc. Ou fumer une clope ou ce genre de choses. Si vous voulez vapoter à côté et que vous voulez éviter de chercher votre vapoteuse dans tous les coins, et voilà, vous pouvez avec MoonVR regarder votre film dans votre environnement chez vous en pass-through, et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Voilà. C'est pour ça qu'Agaldian aime bien ça. Bisous à Agaldian. Et bisous Selkis aussi qui nous a rejoint dans le chat. Voilà, des bisous à toi. Et non, c'est parce qu'il fait chaud. Du coup, et en tout cas, moi je vous conseille personnellement Madrid Noir que j'ai visionné il n'y a pas si longtemps que ça et qui est vraiment, exceptionnel. Trop d'amour. Du studio Arbor, si je dis pas de bêtises. Ceux qui ont fait Pixel Ripped. Tu me poses une colle. Ah j'en suis sûr. Tu me poses une colle. Mais pourquoi pas? Je te crois. Du coup. Alors que je vois qu'il y a un petit décalage son, non? Ou pas du tout? Non. Dites-moi dans le chat, mais normalement ça devrait bien se passer. On avait une question par rapport au jeu de robot pour répondre à... qui avait posé la question? Je ne sais plus. À Galdian, du coup. Je vous présente 2-3... alors c'était sur la news d'avant, hein, mais hop, un tout petit peu le trailer, voilà. Qui s'appelle Dr. Godsbort's Invaders. Voilà. Et du coup, franchement... hein, c'était vraiment, vraiment plaisant. Donc en fait, vous avez des failles qui vont se porter sur les murs. Il faut beaucoup d'espace quand même pour que le programme puisse se setup. Mais il est assez bluffant, honnêtement. Voilà. On va pas y passer longtemps, mais c'était pour répondre du coup à la question. Je propose de passer à la news suivante. La news suivante, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. Peut-être que vous n'avez jamais vu ce casque et ce serait pas hyper surprenant. Hein. C'est issu d'un Kickstarter. Hein. La société s'appelle Arpara, je crois. Le casque s'appelle Arpara également. Et vous avez plusieurs versions.
une version filaire, du coup, que j'ai personnellement backé, et une version, du coup, c'est la blanche que vous voyez là, Oculus Quest 2 Like, donc all-in-one, donc un casque hybride, à la fois autonome et à la fois PC. Et du coup, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu parler d'eux, et du coup, ils s'excusent un petit peu sur les divers travers qu'ils ont eu d'un point de vue, production, tout simplement, et rassurent quand même sur le fait que voilà, la visière qu'on rajoute pour être compatible SteamVR, du coup, est finie de produire et empaquetée, et du coup, voilà, ils s'apprêtent en tout cas à les stacker pour les livrer par la suite. Dans leur roadmap, la prochaine production de masse qui arrive, c'est la version donc filaire dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, donc ça en fait un casque SteamVR compatible. Seulement après viendra la version autonome. Et du coup, voilà. Donc, si vous avez backé la version autonome, soyez prêts à attendre encore un bon paquet de temps. En tout cas, j'espère, on le rappelle, hein, c'est du 5K sur les lunettes au niveau de l'Arpara. Et surtout, c'est du 200 grammes, si mes souvenirs sont bons, hein, au niveau du casque. Et 70 grammes pour la plaquette Steam. Donc, ce qui vous fait un casque VR haute définition, avec un FOV de 110, hein, donc conforme au marché. Pour 270 grammes, moi, c'est ce que j'attends vraiment de voir. C'est tout simplement savoir si ça change la donne. En tout cas, je l'attends beaucoup. Il y avait des problèmes de luminosité, ça, ils l'ont réglé. Des problèmes de contraste, ils l'ont réglé. Des problèmes d'aberration chromatique, normalement, c'est réglé à hauteur de 90%, ce qui n'est malgré tout pas rien. Tout ça, pour l'instant, ce sont des promesses, hein, parce que les influenceurs donc, ont eu le casque il y a de ça quasiment un an, je pense, 9 mois, comme ça de tête. Il y a quasiment que MRTV qui fait des retours. Mais bon. C'est ça, et du coup, il y a quasiment que lui, effectivement, qui donne un petit peu, mais it's amazing, guys, voilà, of course. Mais du coup, voilà, c'est plutôt cool. 70 grammes perso, c'est ce que j'attends. Ouais, non, mais bah oui, c'est ça. Je ne rebondirai pas là-dessus. Voilà. Pas ce soir, il fait beaucoup. Mais tu rebondis sur ce que tu veux. Voilà. Entre Mathieu qui rebondit sur des... bref. Et on rebondit sur ce qu'on veut ici. Voilà, c'est l'avantage du live, c'est qu'on peut rebondir sur ce qu'on veut, 70 grammes ou autre. Et ben, en tout cas, je vous propose de passer à la news suivante qui fait un peu plaisir, quand Europa Park, du coup, fait un petit peu concurrence au Futuroscope. C'est une news plutôt intéressante, en tout cas que j'ai trouvé intéressant. Europa Park propose de rajeunir une attraction vieille de 20 piges, hein, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, alors l'attraction date de 1984 et le parc a ouvert en 79. Donc c'est une attraction qui a ouvert très peu de temps après l'ouverture. Voilà. Et l'attraction s'appelle l'Express des Alpes Ézianes ou Ézion. Du coup, c'était une attraction qui faisait un petit peu pas le figure parce que du coup, sa vitesse de pointe est de 45 km/h, là où vous avez d'autres attractions qui dépassent les 100, les 120. Donc effectivement, ça faisait très très pas le figure. Et donc ils ont eu la bonne idée, et je trouve qu'elle est vraiment bien. On va pouvoir en parler après, de rajeunir en fait tout simplement cette attraction en proposant pour 2 € de plus quand même sur votre ticket. Le site met bien l'accent quand même sur ces 2 €. Moi je trouve que finalement voilà, c'est pas très très cher, mais vous les payez à l'entrée et vous avez la possibilité du coup de faire cette attraction en VR, de voir autre chose, d'avoir une autre attraction, hein, tout court, avec la possibilité d'avoir des loopings, des courbes qui sont réellement accentuées, et on se rapproche un peu du projet HoloRide, hein, qui veut utiliser la voiture comme retour haptique. Là vous utilisez une véritable attraction en retour haptique, et ça peut très 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 bien fonctionner. Je sais pas ce que tu en penses toi, Rames, mais je trouve que c'est une je trouve ça super, hein. Ouais, complètement, c'est ultra ingénieux. Alors faut préciser que l'Europa Park, c'est pas des débutants avec la VR, ils ont déjà plusieurs attractions, dont tout un centre aquatique. Enfin, quand je dis un centre, faut pas s'imaginer non plus un truc super immense, mais ils ont genre 2-3 bassins où tu peux mettre un casque VR et puis faire des applications sous-marines. Donc tu vas nager avec ton casque VR, et ça, avec les grandes chaleurs là en ce moment, je me rêve de tester un truc comme ça doit être excellent. Et du coup, ouais, je trouve que c'est super ingénieux, surtout que du coup, la VR en fait permet de recycler en quelque sorte leur attraction, et de la recycler plein de fois en fait, parce que tu peux faire un parcours, c'est ce qu'ils expliquent dans l'article, tu peux faire un parcours assez classique où tu te retrouves par exemple dans une voiture
ou un parcours vraiment touristique, genre salut, t'es en haut du Kilimandjaro ou je sais pas quoi, ou Futuriste. carrément un parcours, là ils ont fait un parcours de science-fiction où t'es genre, tu fais une course de jet ski. Et du coup, bah, la course de jet ski suit le parcours, c'est-à-dire dès que ça tourne à droite, bah, ça tourne à droite, toi, en jet ski, etc. Et je trouve ça assez chouette. Et perso, j'adorais tester le truc en commençant par la VR, histoire de vraiment avoir des sensations, plus le côté immersion qui t'en Mm. met plein la vue, et ensuite la faire en réel pour me dire à quel point en fait l'attraction, bah, Ça a elle est accentué en tout claquée cas au les. sol, quoi, Ouais. tu vois. Ouais, voilà, voilà à quel point ça a accentué bah, les sensations. Et ça me ferait, ouais, ça me ferait grave délirer parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est sorti en 84, je crois, l'attraction, et ça fait 6 mètres de haut, 45 km/h. Enfin, Bon, ils en ont un autre c'est à un peu côté, daté. ils expliquent dans l'article. Ouais, voilà, c'est ça. C'est assez daté, et du coup. C'est un petit peu daté. Donc, Une ouais, mention spéciale quand même je trouve que c'est très chouette. pour le côté, parce que le journal 20 minutes a pas pu s'empêcher de dire, bah voilà, est-ce que c'est l'avenir des parcs d'attractions? Est-ce que vraiment vous allez en faire votre business model? Et mention spéciale quand même pour le directeur du coup du parc qui a précisé que bah non, avoir son casque à temps plein du coup sur un parc d'attractions, bah, ça avait tendance à encore maintenant, isoler encore un peu. Et donc il y a deux mentions. La première, c'est qu'ils ont quand même le cerveau plutôt bien placé et qui câble encore pas mal, qui est encore pas mal câblé. Et deuxièmement, on vient pas taper sur la VR pour dire bah voilà ça isole, bah oui machin. Enfin bref, les conneries qu'on va voir d'ailleurs dans l'article juste après. Euh, mais, mais qui dit voilà, ça a quand même tendance à isoler encore un peu. Et effectivement, quand tu viens dans un parc d'attractions, tu viens en famille pour passer un bon moment en famille. Généralement, tu as envie de te voir, etc. Euh, et on laisse la VR, bah, du coup, bah, tout simplement pour plus votre quotidien. Voilà. Ce qui, à mon sens, fait sens, justement. Voilà. Petite mention quand même pour les propos du coup du président. En tout cas, j'espère que plein d'autres parcs se mettront à faire ça. Il en était question notamment du côté d'Astérix aussi. Comme l'a dit Rames, hein, vous avez même des parcs qui vont bah, se dédier à ça. Hein. Vous avez le parc Ubisoft du coup qui devrait cartonner à ce Sud, ouais. niveau-là, dédié Mixed Reality. Il parle d'AR, mais ce sera quand même beaucoup plus de la Mixed Reality. Et on a hâte de voir ce que ça peut donner, parce que là, pour le coup, c'est de la VR et de l'AR qu'on peut pas faire chez soi. Donc ça peut être, Clairement. ça peut Et être puis c'est vraiment très très cool. c'est vraiment une façon à bas coût ouais, recycler une attraction. Et pour les parcs d'attractions, enfin, les attractions, ça coûte une blinde. Ah bah oui. Et là, clairement, voilà, tu fais appel à un studio et puis bah, ils te scannent l'environnement en 3D et hop, c'est parti, ils peuvent te faire une application. Ils peuvent t'en sortir une tous les 6 mois, en fait, quoi. Et ça, c'est génial. Je trouve ça. Enfin, pour un parc d'attractions, je trouve que ça a une valeur inestimable. Clairement. Ça permet de recycler ton attraction de ouf. Bah ouais, c'est ça. Et Donc, donc très chouette. il y a plein de projets hein, autour des parcs d'attractions, notamment pour la gestion des files d'attente, pour la gestion du bus aussi, qui vous amène de l'aéroport jusqu'au parc d'attractions, etc. Disney travaille énormément dessus, sur le comment on fait pour apporter de la féerie, du coup, avant d'être dans le parc, pendant qu'il y a le voyage. Donc il y a énormément de beaux projets qui gravitent autour de la VR et du divertissement. Et ça, c'est plutôt cool. N'en déplaise aux journalistes de l'article suivant et de la news suivante, rappelez-vous. Rappelez-vous, j'avais pré-shot le truc il y a 2 semaines. On avait regardé une étude un petit peu claquée au sol. Enfin, l'étude était vraie, mais le postulat de départ et le paradigme sur lequel l'étude se basait était quand même un petit peu biaisé. On nous annonçait donc du coup que c'était beaucoup plus stressant de travailler en VR à partir du moment où on mettait quelqu'un qui n'avait jamais connu ça, bam, on vous place un casque sur la tête, on te dit maintenant c'est ton environnement de travail. Bah, bizarrement, le mec était beaucoup moins véloce, enfin la personne, peut-être une femme, était beaucoup moins véloce et beaucoup plus stressée. Et j'avais pré-shot complètement le truc en disant regardez, vous aurez forcément dans pas longtemps des articles à la con qui vont arriver en disant voilà, oubliez le métaverse, laissez tomber le travail avec la VR, ça n'augmente ni votre productivité ni votre bien-être. Eh bien, félicitations et mention spéciale à Pierre Fontaine qui a gagné la palme. C'est le premier que je vois du genre, du coup, à le faire. Ce sera sûrement pas le dernier, hein, on va pas non plus. Voilà, on lui jette la première paire, pas tout le tas. Mais voilà, c'est-à-dire que vous avez l'exemple type du coup d'un article grand public qui sous couvert d'une étude universitaire qu'il n'a absolument pas lue et encore moins comprise, vous pond un article comme quoi
Voilà, ça augmentait l'angoisse, le stress des cobayes et en plus baissait leur efficacité. Voilà. Donc j'encourage Monsieur Fontaine du coup à lire les études ou à regarder le verre en colère du coup que je prépare sur des études des années 74 qui passent du papier aux écrans et me dire maintenant ce qu'ils pensent des écrans ou est-ce qu'ils travaillent encore sur papier pour plus de vélocité. Je ne sais pas. En tout cas, mention spéciale à 01net, qui définitivement, du coup, ont visiblement du mal à s'adapter, ce qui est quand même un comble pour un médiathèque. Voilà. C'était tout, c'était tout pour cette news. Oui, c'était un petit pic, oui, c'était gratuit, mais enfin, bon, en même temps, ils l'ont un petit peu cherché. En même temps, c'était gratuit de sa part aussi. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Donc, en même temps, ils l'avaient un petit peu cherché. Allez, news suivante. La news suivante, elle fait vraiment plaisir, en tout cas pour moi. Ça faisait un moment que du coup dans ces mêmes presses, hein, alors attention, on va pas accuser Monsieur Fontaine 2 fois de suite, c'était sûrement pas lui, hein, c'était sûrement un de ses confrères, mais qui disait que du coup, ça y est, les casques d'Apple, ils arrivent, et c'est bon, ça sera le grand public, c'est bon, c'est la révolution. Et moi j'étais là, si les développeurs l'ont pas en main, comment ils peuvent développer quoi que ce soit? C'est complètement débile. Apple va pas faire, il va faire un écosystème à la Apple, mais enfin, il va pas développer l'application Deezer en réalité mixte pour autant. Eh bien, cette news qui nous vient d'UploadVR, qui est quand même à prendre avec des pincettes hein, malgré tout. Hein, tout ce qu'on parle d'Apple à l'heure actuelle en mixed reality, attention, ce sont des rumeurs. Même si on va le voir en fin d'article, ils enlèvent le conditionnel, hein, c'est bon, mais bon. Nous, on va quand même y mettre des pincettes, c'est important. Apple s'apprêterait du coup à sortir un casque beaucoup plus abordable, et donc le vrai casque grand public d'Apple, pour 2025, ce qui laisserait 3 ans aux développeurs pour s'habituer à l'écosystème, commencer à pondre leurs applications, du coup à les transformer du smartphone à la mixed reality. Et là, pour le coup, pourquoi je pense que cette news est rassurante? C'est tout simplement parce que du coup, ça me paraît beaucoup plus réaliste. Après, c'est la première fois que je vois UploadVR du coup virer le conditionnel sur Apple. Donc, je vais les citer, hein, juste. Mais du coup, Apple présenterait du coup aux grands médias du coup en janvier leur première itération de casque qui serait disponible, je vais quand même mettre du conditionnel 2 à 4 semaines plus tard, pour des précommandes au deuxième trimestre du coup 2023, et pour un reveal à la WWDC un peu plus tard dans l'année, en juin. Donc comptez juin 2023 hein, pour avoir des vraies news et un vrai statut au niveau de ce casque, et 2025 si vraiment vous voulez un écosystème Apple fiable. Enfin voilà, et donc tout ça c'est à mettre au conditionnel, mais ça fait du bien de souligner après l'article d'avant là de 01net qu'il y a quand même des articles et malgré tout ça reste des spécialistes un peu plus terre à terre et un petit peu plus logique en fait, tout simplement logique, parce qu'on ait l'information ou pas. Encore une fois, moi je le dis, hein, c'est impossible qu'un éditeur se pointe comme ça en vous disant ça c'est la révolution, ça maintenant vous le mettez, ça change intégralement votre quotidien dans un écosystème où on a besoin d'applications tiers et donc de temps tout simplement pour les développer. Voilà. Après, je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Ramès, de cette news. Est-ce que ça te paraît plus cohérent comme roadmap par rapport à ce qui avait été annoncé avant ou... Ouais, complètement. C'est complètement cohérent. D'abord, tu sors un casque qui est destiné aux développeurs pour qu'ils se fassent la main, qu'ils développent des applications, etc. Et puis, une fois que ça c'est fait, tu peux sortir un casque plus accès grand public qui pourra profiter de ces expériences développées pour eux, en fait, qui les viseront. Parce que là, actuellement, d'après ce qu'on en sait, entre guillemets, le casque qui va sortir en premier, c'est d'abord celui développé à destination des développeurs. Donc, assez cher et sans trop contenu au début, donc c'est quelque chose qu'il va falloir créer, donc ça me semble tout à fait cohérent, et du coup 2025 en termes de date, ça me semble pas trop déconnant venant d'Apple. Après voilà, on attend une déclaration officielle un jour ou l'autre. Après là c'est toujours le même, un consultant, j'ai oublié son nom, Minshoku. Je sais plus. Je ne sais plus exactement son nom.
Après, Mais on peut faire une Balkany. Il faut bien les citer parce qu'ils ont la Non, mais paternité. c'est un nom comme. Il a un nom comme ça, c'est Mincho. Et j'ai oublié le reste du nom. Je vais le retrouver parce que j'ai pas envie de terminer là-dessus comme un demeuré. Non, vas-y, Ming Chi Kuo. Voilà, j'avais dit Ming Shoku. Ming Chi Kuo. Désolé pour la prononciation, mais du coup c'est toujours le même en fait, hein, l'analyste qui nous parle des leaks un peu Apple et qui parle aussi beaucoup de Sony avec son PSVR 2, et pour le PSVR 2 il s'était pas trompé. Bon, on verra pour Apple s'il est dans le vrai ou pas. En tout cas on a envie d'y croire, hein. Mais il faut faire la différence entre croire et savoir, et c'est deux choses bien différentes que certains devraient des fois un petit peu voilà. Et c'est une magnifique transition pour la news d'après, hein. Formidable, parce que souvenez-vous. Exactement. Souvenez-vous que il y a 2 semaines, non, la semaine dernière, on a oublié de faire une news. Alors, souvenez-vous bien ce qu'on n'a pas dit sur cette news, c'était que le Cambria serait vendu. Non, il n'y a même pas de conditionnel en fait, hein. Le Cambria sera vendu sans contrôleur. Voilà, c'était ce que nous sortait donc Mixed, qui est quand même un site spécialisé, hein, anciennement assez sérieux en général, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Ça. Donc un site assez sérieux, mais du coup il nous annonçait que voilà, c'était Brad Lynch qui nous disait ça, que du coup les contrôleurs apparaîtront plus tard. Du coup Bosworth, qui est donc le directeur technique de chez Meta, prend assez souvent la parole. Et malheureusement j'ai pas de... Putain c'est con, je l'ai sur Discord, j'arrivais pas à le retrouver. Il a fait une story tout simplement. Ouais, il a fait une story du coup sur Instagram, lui. C'est ça, sur Instagram, où il expliquait, comme il fait régulièrement, il se fait un petit exercice de questions-réponses avec ses followers. Et du coup, je vous propose de le voir sur Twitter. Ah. Oui, je pense qu'elle a été enregistrée. Merde. Mais non, je veux pas le lien du truc, mais non, mais c'est n'importe quoi. Copier le texte. Merci beaucoup à Gadian pour ces clips qui ruineront ma carrière quand je pourrai enfin commencer à vivre de la VR. Je te remercie énormément. De quoi? À Gadian qui s'amuse à clipper les passages où je n'arrive pas à dire le nom Ling Xin Kuo. Voilà. Et oui, j'ai retenu. Ouais, mais Internet... Mais trop tard. Voilà. Internet n'oublie pas, et Internet filtre ce qu'il veut savoir. Voilà, c'est ça. Donc. Exactement. Merci, donc par rapport à la news d'avant, donc voilà, Mixed avait fait tout un pitch sur les contrôleurs du coup du Cambria qui arriveront plus tard parce que pourquoi pas, parce qu'ils l'ont décidé. Donc c'est revenu aux oreilles de Bosworth, qui concrètement sur son réseau social et lors d'une FAQ du coup répond très simplement yes. Voilà. À la question, est-ce que le Cambria sera vendu avec des contrôleurs? La réponse est yes. Alors, pour les anglophobes, ça veut dire oui. Donc voilà. Normalement, on ne devrait pas avoir de problème, surtout qu'il répond avec un petit sourire, d'ailleurs assez narquois. Peut-être fait-il un clin d'œil à la presse spécialisée qui s'est un petit peu plantée. Et à Brad Lynch, du coup, qui ne peut pas avoir raison sur tout. Alors c'est vrai qu'il leak beaucoup de choses, c'est cool. Après, il utilise régulièrement le conditionnel, Brad Lynch. Quand il explique ses leaks, il fait quand même attention dans la façon dont il en parle. Malheureusement, c'est que y a pas mal de personnes qui en font des adaptations en fait de ces phrases, et du coup qui les remanie à leur bon vouloir en disant t'as vu, il a dit que ça sortirait pas. Non, il a dit que potentiellement ça sortirait pas comme ça. Après, moi je vous propose pour les VR en colère de faire une échelle journalistique. Donc n'hésitez pas à mettre dans le chat ce que vous considérez comme une tier list top journaliste ou un bas journaliste, que je puisse du coup faire une petite tier list qu'on nommera du nom du journaliste en question. Mais là, en l'occurrence, effectivement, moi, je taillais un petit peu 01net, qui, du coup, fallait quand même se la palucher. L'étude de 54 pages, c'est vrai. Du coup, ils en ont fait un énorme raccourci. Mais enfin, là, faut pas déconner. Brad Lynch, quand il prend la parole, c'est 2 tweets. Donc, à un moment donné, on peut se permettre de les lire correctement et de remettre le conditionnel où il est. En tout cas, c'est assez rassurant. Nous, on n'en avait pas parlé la semaine dernière parce que, du coup, on n'y croyait pas. Et qu'on n'avait pas le temps. Déjà, il faut rendre à César quand même ce qui appartient à César, c'est plus qu'on n'y croyait pas, qu'on n'avait pas le temps, pardon.
Et bah voilà, en tout cas si vous vous posez la question, sachez qu'ils seront vendus bel et bien avec des contrôleurs. Ça c'est cool. Ça augmentera sûrement le prix, c'est moins cool, mais au moins vous aurez des contrôleurs avec. Je réponds à même style dans le chat qui nous demande si il faut toujours un compte Facebook pour le Quest. Actuellement c'est le cas. Ce sera plus le cas, si jamais tu as un Quest, t'es pas obligé de faire un compte Facebook, mais tu pourras pas forcément utiliser. Enfin non, maintenant c'est obligatoire, donc je dis des bêtises. Mais à partir du mois d'août, il y a la date effectivement sur le blog Oculus, mais c'est pas une date qui est fixe. Ils ont dit qu'elle pouvait potentiellement bouger légèrement d'une semaine ou deux. Donc voilà, faudra voir. Mais à partir du mois d'août, ce sera un compte Meta, donc que tu devras créer. Et si jamais tu as déjà fait un compte Facebook avec du coup une bibliothèque Oculus, par exemple, si tu as acheté des jeux, ce genre de choses, lorsque tu feras ton compte Meta, en fait, tu pourras transférer, tu pourras e-link automatiquement ton compte Facebook une première fois pour pouvoir transférer tout le contenu que tu avais acheté, etc. Et ensuite délink le compte Facebook pour vraiment le supprimer, enfin le séparer du compte Meta, etc. Tout ça, ça arrive en Quest, au mois d'août. Et de toute façon, pour le moment, voilà, on n'a pas encore les menus, la façon dont ça va être fait. On sait plus ou moins, ils ont expliqué comment que ça allait se dérouler. Mais on en reparlera de toute façon quand ce sera effectif. On vous fera certainement un tuto, ce genre de choses. Ouais, on en reparlera. On va pas se perdre. Assez longuement, surtout qu'en plus c'est la période où on parlera assez longuement de méta, parce que ce changement du coup Facebook méta, on va appeler ça, enfin en tout cas réseau social into réseau social, bon ça marche pas non plus dans ce sens-là. Bref, non parce que je vois Mimsil qui nous dit je vais enfin pouvoir m'acheter mon Quest. Attention, hein, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière. On joue un petit peu sur les mots du côté de chez Meta, mais si vraiment tu as peur de la data, etc., et ce genre de choses, sache que Meta ne sera rien de plus que le réseau social de la VR. Donc tu pourras à terme y mettre des photos, des statuts, des screenshots, enfin, voilà. Donc si c'est de Facebook dont tu as peur, je t'encourage vivement à regarder aussi 2-3 vidéos que j'ai pu faire et autres pour peut-être t'enlever cette phobie éventuellement. Ouais, et puis... Mais ça reste sous le giron de Facebook et ça collecte quand même pas mal de données. Ouais, alors par contre, il y a eu un texte de loi qui a été voté au Parlement européen qui risque de potentiellement changer les choses. En tout cas, voilà, on se doute que les gros collecteurs de données que sont les GAFAM, etc., vont réussir comme d'habitude à passer un peu au travers des filets parce que c'est aussi leur business plan de collecter des données, de les revendre, etc. Ils ne s'intéressent pas à vous. Alors, personnellement, c'est juste qu'ils travaillent comme ça. Bon. Mais il faut mesurer ses propos, effectivement. Je vois déjà ça. Non, c'est pas ça. Non, je voulais renchérir justement sur le truc. Mais ce texte de loi va en fait obliger. Il faudra voir ce qu'ils entendent par obliger. Mais les gros collecteurs de données, ils n'ont pas précisé à partir quelle est la définition en fait, parce qu'il faut définir qui est un gros collecteur de données. Est-ce que Microsoft s'en est un? Est-ce que Facebook s'en est un? Est-ce que Sony, qui est une plus petite entreprise, en est un, mais qui est quand même un géant? Bref, il faut savoir où est la limite, où se trouve la limite. Et en fait, ils vont essayer de vraiment faire une séparation entre les services qui sont proposés par ces entreprises. Par exemple, typiquement Meta, donc anciennement Facebook, regroupe plusieurs services, que ce soit Instagram, Facebook, du coup Meta Horizon, qui sera votre profil VR. Et puis toutes les autres branches en fait de Meta, ils n'auront plus le droit en fait de rassembler les données de tous ces services pour pouvoir les vendre à des revendeurs. Ce sera vraiment dissocié, c'est-à-dire qu'ils vont devoir passer des contrats avec, ils vont devoir revoir leurs contrats en fait pour que vos données Facebook sur lesquelles vous avez cliqué dans les CGU, que ces données-là vous acceptez qu'elles soient revendues à des annonceurs, etc., ne seront plus mixées avec celles d'Instagram ou de Meta, etc. Voilà, de sorte que vos données soient un peu mieux respectées, si le terme respecté a encore du sens en 2020, à l'heure du numérique. Le respect n'existe plus. Hein. Mais ça sort largement au-delà du cadre du numérique. Voilà, mais c'est un texte, encore une fois, bon, mieux vaut tard que jamais, c'est largement trop tard de le sortir aujourd'hui, mais ça va peut-être avoir une certaine influence sur la façon dont vos données privées sont utilisées. Alors je rebondis 2 petites secondes sur un truc. Alors premièrement, Mistil, juste pour répondre, hein, tu me dis j'aime pas ça et c'est tout. C'est pas du tout une critique que je fais sur. Déjà, j'ai pas d'action Facebook, Meta. Tu touches des valises tous les mois à 10 000 balles.
c'est tout. C'est ça. Bah, au moins, bah, j'aimerais bien. J'aimerais bien. On en rigole, mais j'aimerais bien que ça qu'il passe Il à la le dit caisse maintenant. sur YouTube dans les commentaires. Voilà. Non, mais voilà, j'ai aucun problème. Moi, je suis juste là en tant que vulgarisateur sur la big data, en tout cas, parce que c'est l'un des pans de mon métier, pour démystifier un petit peu ce qui se passe autour. Absolument pas, du coup, démystifier Facebook ou autre. Et dans la partie, du coup, qui m'incombe, à savoir mon vrai boulot à côté, je peux même aller un petit peu plus loin. Quand tu disais les GAFAM vont pouvoir contourner le truc, c'est même beaucoup plus hypocrite que ça. C'est que la loi est faite pour que le jour où c'est l'Union européenne qui réussit à sortir une GAFAM-like et du coup collecter les données et autres, c'est mis des passerelles en fait tout simplement pour que du coup on puisse le faire. Donc ça n'aura strictement aucun impact réel sur Facebook. Et voilà. Mais c'est plus hypocrite que juste les GAFAM vont pouvoir trouver un moyen de s'en sortir. Non, c'est le moyen de s'en sortir. L'Union européenne le crée tout seul. Des fois que. Voilà. Donc des fois que. Un jour, ça tombe sur eux et qu'ils puissent se faire beaucoup de pognon. En tout cas, on leur souhaite. Je vois un clip qui s'appelle OK Boomer, j'ai peur. Je vais voir ça dessus. Non, mais pas de souci, Mimsil. En tout cas, voilà. En tout cas, j'espère avoir éclairci un petit peu mon but, parce que c'est vrai qu'à l'oral, des fois, on peut, à chaud comme ça, s'exprimer un peu différemment. Quelqu'un a les modes VR de Red Option 2. Eh ben, écoute, je t'encourage à aller poser la question du coup sur le Discord d'EliVR, ETR. Et voilà. C'était quoi le OK Boomer? Juste comme ça, pour ma curiosité perso. C'est juste le passage où je te parlais du respect des données privées en 2022. Voilà. Bah oui. OK Boomer, bon, j'avoue que... Ouais, c'est mort. Ouais. T'as jamais C'est été sur difficile, Twitter, Ramas? Si, ouais. Bref, il n'y a plus de respect, ma bonne dame. Bah oui, non, le respect est mort. Et ce, depuis très longtemps. Mais Steam respecte la VR au point qu'il en fait un la festival. VR PC n'est pas morte. Voilà, la VR PC n'est pas morte. Non. Alors, Steam continue. Je crois que Steam, du coup, s'apprête à faire de l'autonome, non? Je pose la question. C'est des rumeurs de Brad Lynch. Attention, on vient de dire, faut pas toujours le croire. Mais c'est fort probable. Mais oui, actuellement, là, bah, ça y est, c'est en ligne pendant une semaine jusqu'à lundi prochain, à peu près jusqu'à 19h. C'est le premier, et c'est pour ça que c'est un petit événement en soi, festival dédié à la réalité virtuelle sur Steam. C'est Valve qui met ça en place, évidemment, c'est sa plateforme. Et du coup, bah, habituellement, en fait, on a les Steam Fest assez classiques, mais ça concerne à la fois les jeux écran plat et les jeux réalité virtuelle. Il y en a déjà eu un d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça. Il y a quoi, 3 semaines, 4 semaines, Ouais, c'est ça, le mois dernier, il y avait déjà un Steam Fest. Et bien là, ils en refont un, mais entièrement dédié à la VR. Ce qui permet en quelque sorte de mettre un petit peu la VR en avant, parce que évidemment, on a des réductions, on a des démos. On a des démos à télécharger. Alors, vous en avez quelques-unes que je peux éventuellement vous recommander rapidement. Enfin, on fera peut-être après, si jamais voilà, vous envoyez. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner un petit peu vos démos préférées si vous en avez testé quelques-unes. Mais c'est aussi le moment de mettre, vous savez, sur le Steam blog, il y a des news qui passent. Et du coup, les news de la réalité virtuelle vont être mises en avant pendant cette petite semaine. Donc, c'est plutôt chouette. C'est plutôt agréable. Et puis, c'est entre... Alors, certaines personnes y voient un côté rassurant de la part de Valve qui se dit ils abandonnent pas la VR. Oui, il y a Hitman 3, voilà. J'ai rien dit. Zazel va refaire Hitman 3 sur un autre support prochainement, je le laisserai en parler. Oui, il y a la démo d'Hitman 3, vous pouvez la tester pour savoir si vous voulez avoir une idée des choses qu'il ne faut pas faire. À quel point c'est pété, voilà, c'est ça. Non, parce que je suis le premier à le dire, hein, la version PC est juste la version PC est pire que la version PlayStation VR. Mais il y a pas mal de petites démos, et du coup, voilà, ça dure une semaine. Je vais vous mettre le lien dans le chat si vous souhaitez regarder. Et du coup, il y a des démos, des réductions. Il y aura des mises à jour aussi sur les jeux du catalogue qui sont déjà disponibles, qui vont être balancés. Il y a pas mal de développeurs qui attendaient cette occasion pour balancer leurs mises à jour. Et il y a quelques petites choses assez sympathiques. Rinmagus évidemment. Classique, ouais, Rinmagus. Qui remettent, j'imagine, la même démo qu'il y a un mois. C'est ça, ouais. Et alors, par contre, certains studios ont changé leur démo. Par exemple, c'est le cas de Réquisition.
On avait testé, je crois qu'on avait fait un petit live sur Réquisition, je sais plus si on avait Un fait petit un live dessus. Discord. Ouais, un Ça live méritait Discord. pas vraiment un vrai live. Non, Quoique, c'est marrant. ça aurait pu être rigolo. Ça aurait pu être C'est très rigolo drôle. parce que voilà, on va lever le voile. Réquisition, donc c'est un jeu VR de zombies où vous devez faire de la coopération. Il y a un mode PVP aussi. Vous êtes dans une maison, vous pouvez utiliser vraiment tout ce qu'il y a autour de vous. Pour le coup, là-dessus, ils n'ont pas menti. On peut vraiment utiliser beaucoup de choses. Par contre, voilà, la physique du jeu est complètement éclatée et quand vous trimballez une chaise, vous l'entendez qui tape partout. Et il y a un écho de ouf. Hein, c'est un peu, voilà, c'est une catastrophe, mais c'est très très marrant quand vous jouez avec Zazel. Il ne voilà, faut jamais lui faire confiance. C'est encore un jeu qui le démontre une fois de plus. Et du coup, ils ont changé leur démo d'acquisition. C'est plus le même mode de jeu. Et cette fois-ci, on a un mode où on va pouvoir vraiment mixer les éléments entre eux. C'est un mode qui a été fait pour mettre ça en avant. Donc, ce sera intéressant de regarder. Parce que c'est l'un des éléments de gameplay entre guillemets les plus importants. Alors, c'est celui dont je redoute maintenant le plus. Mais oui, en effet. Requisition, surtout, le conseil qu'on peut donner, c'est faites la démo pour vous faire une idée avant d'acheter le jeu. Hein. Ouais, complètement, parce que ça vous évitera de faire un refund tout simplement. Après, parmi les jeux qui sont dispo, honnêtement, une petite mention spéciale quand même pour Compound, qui en rebute plus d'un point de vue graphisme. Qui est passé en 1.0 dernièrement. Qui est passé en 1.0, effectivement, qui sort de son early access, qui est vraiment très bon. Nardi, il me semble, sur la chaîne principale, avait fait une vidéo dessus. Sur fan de ce jeu. Et le jeu marche vraiment très très bien. Vous arrêtez pas au graphisme. Ce serait, en tout cas à mon sens, assez dommage. Redout, alors ça parlera qu'à ceux qui ne sont pas atteints de motion sickness, mais pour moi c'est des jeux qui n'ont pas perdu une ride, qui fonctionnent encore très très bien, jeu de course à la Wipeout, même si je le trouve moins pertinent qu'un VRC Rover Bike typiquement, mais ça reste de très bon jeu pour 7 euros, enfin 8, pour 8 euros ça vaut clairement le coup. Mention spéciale aussi à 2 jeux. Il me reste 2 jeux après. Rames, tu pourras nous donner les tiens. Mais Carly and the Reaperman, voilà, un très bon jeu à faire en couple. C'est du gameplay asymétrique. L'un prend la manette, l'autre prend le casque et les contrôleurs qui vont bien. Et vous allez vous aider mutuellement à traverser des maps. C'est de l'énigme principalement. De l'énigme pour celui qui a le casque, du platformer / énigme pour celui qui a la manette ou le clavier, et ça marche vraiment très bien. Et le dernier pour moi, c'est Scanner Sombre, qui est vraiment, à mon sens, une petite pépite. Du coup, c'est un jeu qui joue en flat de souvenirs, c'est un mode VR, du coup, plus qu'ils ont fait, mais ça reste un mode. Mais c'est vraiment excellent. L'idée, c'est que vous allez vous balader dans une grotte, une galerie, vraiment très grande. Et vous ne dessinez les contours de cette galerie uniquement avec votre laser, qui peut donc spread un peu partout. Vous allez voir, vous aurez différents types de lasers. Là aussi, je vous encourage peut-être à aller voir du côté de la chaîne d'Isocel, qu'il avait fait dans l'arrière-boutique. Je ne sais pas s'il a stocké. Mais le live était très bon. Il y a un petit peu de flip quand même. Il y a des moments où on se fait un petit peu avoir du coup par l'ambiance. Un peu de narratif, vraiment bien foutu. Enfin bref, c'est vraiment un pur jeu d'ambiance. Encore bien différent d'un Blind, mais que je trouve qui est à faire. Et quand on voit son prix, hein, c'est-à-dire 1 euro, honnêtement, ouais, ça vaut le coup. C'est pas perdu. Et je sais pas si tu en avais d'autres, du coup. Ouais, complètement. Déjà, il y a Gadjan qui précise Eyes of the Temple. C'est vrai que c'est un jeu à tester parce que c'est un gameplay là aussi qui est assez unique. Il faut un peu de place, il faut 2 mètres carrés, tout simplement. Enfin, 4 mètres carrés, c'est 2 mètres sur 2 mètres. Sachant qu'il faut prévoir quand même 3 mètres parce que en gros, en fait, c'est un jeu qui va vous faire tourner en rond chez vous. En vous donnant l'illusion, le level design du jeu a été pensé pour ça, que vous faites des kilomètres et des kilomètres, sauf que c'est pas le cas. En fait, vous marchez en rond chez vous dans tous les sens. Et on dispose, donc c'est un jeu d'aventurier, vous disposez d'un petit lasso, vous devez récolter des petits diamants, etc. Ça c'est pour le lore du jeu. Et avec votre lasso, vous pouvez activer des leviers à distance, etc. C'est pour ça que normalement on a besoin de 2 mètres pour se déplacer, mais de temps en temps avec le lasso, on a tendance à faire des gestes assez brusques pour le lancer au loin. Et du coup, si vous avez
juste 2 mètres et qu'en face de vous c'est un mur, vous allez taper comme un bourrin dans le mur, donc prévoyez quand même 3 mètres au cas où. Mais si vous avez la place, n'hésitez pas à le faire, c'est intéressant comme type de gameplay, c'est du room scale. Je réponds juste aussi à 30 d'huile, pardon pour le pseudo, sur Hitman. Alors Hitman est très très cool. Oui. Le jeu en lui-même, on ne le critique pas. En fait, c'est le gameplay. C'est que la version PlayStation VR, tu joues avec une manette. Et la version PC VR, du coup, a été pensée pour être jouée. Enfin, a été pensée. Était censé, voilà, il nous avait dit, vous allez avoir les contrôleurs VR. Donc c'est génial, les motion controllers. Seulement, il y a un gros problème. C'est que, par exemple, quand tu as une pièce dans la main, typiquement, un élément du jeu que tu vas utiliser beaucoup pour distraire les gardes, ce genre de choses, tu la lances pas à la main. Tu cliques sur le bouton gauche pour donner un arc de cercle qui va te dire elle va tomber là, et ensuite tu cliques sur la gâchette droite pour lancer la pièce. Et c'est pas du tout, c'est contre-immersif en fait. C'est pas une bonne façon de faire les choses. Et dans ce cas-là, le gameplay manette fonctionne mieux. C'est sur ce type d'aspect-là qu'on le pardonne pas trop. Mais bref, après, si tu as apprécié le jeu, tant mieux. Il y en a pour tous les goûts et c'est tant mieux. Ah, mais le jeu est excellent. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à conseiller, du coup, et du coup, la version PlayStation VR. C'est ce que disait Rames, c'est qu'on va se le refaire, mais pour le coup, sur PS5. Ce qui me sera l'occasion pour moi de refaire un live sur du coup comment rendre son PSVR compatible du coup avec une PS5, etc. Et pouvoir retester du coup pas mal de jeux qui à l'époque tiraient beaucoup, en tout cas sur la PS4, voire faisaient fondre des PS4 classiques, Rames, alors que je vois que mon train de 6h du matin risque de ne pas partir pour cause de canicule. Bref. Du coup, voilà. Et donc voir si ça change un petit peu la donne sur PS5. Ça. En tout cas, elle était moins buggée sur PlayStation que sur PC. Du coup, sûrement dû à l'implémentation des contrôleurs. Les Valve Index Controllers étaient très mal implémentés. Il valait mieux y jouer avec un Quest 2. Sur Valve Index, c'était une catastrophe. C'est ça. Et d'une façon générale, ce genre de jeu, c'est peut-être con, mais plutôt que de briser l'immersion, etc., je conseille quand même la manette, parce qu'au moins, on sait ce qu'on a. On n'a pas d'attente autre que le jeu en lui-même, et je trouve qu'on est moins déçu. Mais c'est de loin, par contre, et je le redis, le jeu le plus vivant qui existe à l'heure actuelle sur le catalogue VR. Tout style et toute VR confondu. Donc c'est vraiment... Complètement. Là-dessus, je suis d'accord. Pour en revenir au festival de Steam, je conseillerais éventuellement la démo d'Automobista 2, un jeu de course qui fait pas mal office de référence, mine de rien. Il y a Virtual Go qui fait souvent des lives dessus, K1 aussi, que je salue. Et c'est un très très bon jeu qui coûte un petit peu cher quand même. Il est à 37 balles, enfin un peu cher, tout est relatif évidemment vu le contenu du jeu, mais là il est à 22, mais il y a une démo, donc oui, il est en promo à ce moment, donc n'hésitez pas à le tester. Celui-là fait vraiment office de référence. En dernière sortie, il y a Ruin Magus, et accessible. Complètement. Ruin Magus que je peux vous conseiller si vous parlez anglais, parce que le jeu est uniquement disponible en anglais. Après, il va y avoir des petites pépites que personnellement j'avais bien apprécié, comme VR Giant. Tu parlais de gameplay asymétrique tout à l'heure, là c'est pareil, c'est un jeu en gameplay asymétrique. Si vous connaissez Carly and the Reaperman, le jeu dont parlait Zazet juste avant, c'est un peu le même principe, c'est un platformer, vous jouez à deux, il y a un joueur qui a le casque VR qui incarne un géant, le deuxième joueur joue sur PC avec une manette classique ou clavier-souris, et lui il incarne un petit personnage qui doit se déplacer dans des environnements. Et du coup, le joueur en VR va pouvoir attraper certains éléments du décor pour l'aider à avancer dans son chemin. Et c'est plutôt bien fait, c'est assez bien pensé. Parmi les démos, il n'y a que ce qu'il y a dans l'onglet démo gratuite. Alors, descends un petit peu. Ouais. Et là, à gauche, dans ces menus-là, tu peux faire sortie attendue, par exemple. Voilà. Okay. Et ça restera là, des déjà, ça marche. Là, tu en as beaucoup plus. Ah oui, et donc tu parlais effectivement de Paradox of Hope, notamment. Ouais, Paradox of Hope, qui reprend pas mal, en fait, d'inspiration de Walking Dead, Saints and Sinners, notamment sur la navigation dans les menus, etc. Et d'après les trailers, ça a l'air quand même assez... Et d'après le studio qui promet un peu monts et merveilles, mais bon, on a appris à pas toujours faire confiance. Mais voilà, je leur laisse le bénéfice du doute. Franchement, ils ont au moins eu la décence de passer estampillé chef-d'œuvre. D'autres l'ont pas fait. Complètement. Mais ça a l'air assez complet en termes d'interaction. C'est un survival horror solo, et
et ça a l'air plutôt pas mal. Je suis assez tenté de le tester. Il y a la démo d'Into the Darkness aussi qui revient. Into the Darkness, c'était un espèce de Boneworks-like. Ils avaient dit, voilà, on va faire un jeu avec une grosse physique avancée, il y aura une histoire, etc. Et en fait, ils avaient fait une première démo sur Steam. Et ils avaient eu une réaction que j'avais pas mal appréciée, c'est que la démo, elle avait pas super plu aux joueurs. Et ils avaient voilà, eu la maturité de dire, OK, on vous a entendu, apparemment, c'est pas du tout ce que vous attendiez. Du coup, on va tout refaire. Enfin, on va pas tout refaire, mais on va vraiment rebosser comme des oufs et on va vraiment écouter vos retours pour bosser dessus. Et ils ont fait pas mal de patch notes, etc. Ils ont vraiment bien suivi le jeu. Et en termes de communication, ils sont assez actifs en fait. Ils sont assez transparents sur là où ils en sont sur le jeu, etc. Et j'espère que ça s'est bien amélioré. Je suis assez curieux de retester. Et il y a une histoire du coup la sur démo. celui-là. Ouais, il y a une histoire, ouais, c'est ça. Donc, C'est potentiellement que mieux l'histoire que du Boneworks. jeu. Alors, niveau scénario, Lenny va te dire que non, mais je serais potentiellement d'accord avec toi là-dessus. Disons que moi personnellement j'ai pas de boule de cristal, je ne l'ai pas vu, hein, le scénario de Boneworks. Tu t'as pas écouté ouais, les écrans, voilà, il faut écouter aussi. Mais on a des clips où Lenny pète la tête des télés, hein, parce que l'histoire de Boneworks se fait sur des télés. Et du coup il dit ouais mais ça on s'en fout et tout. J'aurais dû le clipper, je sais plus où j'ai retrouvé ça, j'ai regardé un vieux live. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dû clipper certains passages dont tu pourrais te servir, mais bon. Salut Lenny, je t'aime mec. Je suis d'accord avec toi sur Boneworks. Mais on t'aime tous. Mais ouais, il y a un scénario dans Into the Darkness qui est un peu plus travaillé que celui de Boneworks, en apparence en tout cas. On verra si ce sera le cas. Et je suis assez curieux de retester la démo. Et chose que je souhaite vraiment notifier, c'est que salut Dombi dans le chat, c'est que on va peut-être avoir une démo d'Undine Citadel, un jeu qu'on attend depuis genre 3 ans, qui avait des visuels assez fous. C'est un jeu pareil d'aventure avec des combats. Alors cette fois-ci, c'est pas du FPS, pam pam boum boum. C'est des épées, c'est de l'heroic fantasy et vous allez devoir défoncer des squelettes, des zombies, etc. Et les développeurs ont repris la parole la semaine dernière en expliquant voilà, on est désolé, on n'a pas communiqué, on sait, tout le monde a cru que le projet était mort 2000 fois parce qu'à chaque fois que des gens posaient des questions sur Steam ou sur Discord, etc., on répondait pas, tout simplement parce qu'on était vraiment focus sur le développement. Et ça y est, on est enfin là, on est de retour. Il va y avoir une démo cette fois-ci, c'est vrai. Il y avait déjà eu des annonces comme quoi la démo arriverait sur des Steam Festivals qu'il y a eu précédents, qui n'étaient pas dédiés forcément à la VR, etc. Et puis finalement, la démo n'avait pas été présente. Et du coup, là, apparemment, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, la démo est en attente de validation. Je croise les doigts pour que cette fois-ci, ce soit vraiment le cas. Parce que c'est vraiment un jeu qui me tente, même si la hype est un petit peu redescendue entre-temps. Mais j'avoue que c'est un jeu qui me botte de ouf et qui ne sera pas, à mon avis, trim fragile. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a Mathieu qui vient de nous rejoindre dans le chat, qui est dans l'avion. Hey, il est là. Et du coup, Mathieu on te dit bonjour Mathieu, on pense à toi. Et j'espère que le trajet se passe pas trop mal. Bah carrément. Et qu'il y a la clim dans l'avion. En tout cas, Undead Citadel, vraiment un jeu effectivement qu'on attendait et que personnellement j'attends toujours, vraiment avec impatience, justement parce que il y a un univers un petit peu à la Dark Souls, un peu. Enfin, j'espère qu'il y aura une histoire pour le coup autour de ça. Normalement, c'est une aventure complète qui était proposée. En tout cas, si vous découvrez la VR, effectivement, ils n'ont pas communiqué depuis 2018, je pense. Ça fait presque 3 ans qu'ils n'ont pas communiqué, voire 3 ans. C'est ça. Mais effectivement, le jeu s'appelle Undead. C'était impossible de le considérer comme mort et enterré. Il ne peut pas mourir. Côté graphisme, ça déchire. Moi, je suivais les développeurs du coup sur leur compte LinkedIn et autres. Ils postaient quand même régulièrement de la physique, notamment au niveau du jeu, notamment des explosions, etc. Ils ont pas mal bossé dessus. Bref, en tout cas, on le suit avec impatience. Mais pour l'instant, en tout cas, sachez que c'est une démo que vous ne pouvez pas retrouver là à l'instant T. Mais on espère que effectivement, ce sera le cas. En théorie, elle sera disponible dans la semaine. Voilà. Alors, on croise les doigts pour que ce soit vrai. En tout cas, ce sera un Day One. Et je pense que comme Green Hell, le jour où ça sort, du coup, on se fera un petit live découverte directement sur la chaîne. The Breaking In également peut être très sympa parce que moi je sais que Civ Simulator c'était un petit peu problématique parce que du coup c'est un portage. Là The Breaking In c'est un jeu full VR. Je me dis qu'on peut avoir un Civ Simulator du coup mais natif qui peut être assez sympa.
Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas si tu l'as déjà testé. Pas testé, non. C'est pas la première fois qu'il est en démo, je crois, mais enfin, en tout cas, il devait être en bêta fermée ou quelque chose comme ça. Mais voilà, à voir, à tester en tout cas. Et parmi les jeux, du coup, qu'on peut, je pense, décemment vous conseiller également, même si je ne l'ai pas là, c'est Into the Radius. Également, peut-être parmi les démos les plus téléchargées, il n'y a pas de résultat. Bon, bah, Into the Radius, je sais pas si... Enfin, voilà, mais il est forcément dedans, parce qu'il est dans le trailer d'annonce, du coup, du VR Fest, du Steam VR Festival. Donc voilà. Et Tokyo Chronos, sauf si vous avez du temps à perdre, je vous déconseille. Voilà. Je serais d'accord là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour du coup pour le Steam VR Fest. En tout cas, n'hésitez pas à y aller, hein, ce sera directement en première page chez vous. Et moi, je trouve ça très cool parce que pour le coup, c'est les seuls qui, parmi un catalogue flat et VR, ont souhaité à un moment donné mettre la VR en mode landing page, c'est-à-dire en mode full page et la première page du coup vous voyez c'est ça, que vous ayez un casque VR ou non. Et du coup, mine de rien, c'est un petit coup de pub, un petit coup d'accélération. Enfin, ça fait plaisir de voir que Steam assume sa VR en tout cas. Clairement. Et Mr. Hudson, tu as mal écouté. On a précisé que la démo n'était pas encore disponible et qu'elle risquait normalement, elle a été annoncée. Voilà. Ouais. Donc elle arrive dans la semaine, elle est en attente de validation, etc. Ouais, elle devrait arriver. Mais Monsieur Hudson, ouais, qui est j'allais dire un vieux de la vieille en VR, c'est sans offense, hein, bien sûr. Mais ouais, je pense que t'en as entendu parler du coup il y a très longtemps et comme moi, t'as hâte de mettre la main dessus. En tout cas, moi, comme je disais, c'est un Day One. Et comme on disait, c'est sûrement pas effectivement Team Fragile friendly, malheureusement pour toi, Mathieu. À l'Oculus Showcase? À l'Oculus Showcase, Dead Citadel? Vraiment? Oula, je me souviens plus. Alors il y a... non, sur me paraît bizarre. Un F8 ou un F6, la Facebook, l'ancien nom de la Facebook Collect. Ouais. Parce que l'Oculus Showcase existe depuis... Quoique non, à l'époque, ça s'appelait l'Oculus Showcase, je crois bien. L'OC6. C'était ça. C'était l'Oculus Connect. Ils appelaient ça comme ça, je crois. L'Oculus Connect, ouais, c'est ça. Mais ok, mais ça remonte, hein, effectivement. Même moi, je ne saurais même plus te dire en quelle année. Il me semble qu'ils ont arrêté de communiquer en 2018, un truc comme ça, mais bon, même là, c'était un peu timoré encore. Écoutez, moi, je pense qu'on peut passer à la prochaine news, et surtout à un studio pareil, qui communique pas vraiment, mais quand il communique, c'est pour dire, voilà, regardez, on est présent, et ça envoie du lourd. Exactement. Et là, c'est Red Matter qui du coup officialise sa date de sortie. Donc ce sera le 18 août sur Quest. Et il a été confirmé également, ça c'est la petite news en plus, sur PC VR. Donc ça fait plaisir. Red Matter, si vous ne connaissez pas, le premier épisode du coup était disponible là aussi sur PC VR et sur Quest. Et sur Quest, franchement, on a l'habitude de dire que les jeux, vous savez, il y a un downgrade graphique, ce genre de choses. Et bien sur Quest, c'est vraiment l'exemple typique du jeu qui vous montre qu'on peut quand même avoir des très très beaux graphismes. Pour le coup, franchement, voilà, faut rendre à César ce qui est à César. Les développeurs de Red Matter ont fait un travail de ouf sur Quest, et presque ça vaut le coup plus de le faire sur Quest que sur PC VR. Ça c'est dit, et du coup, voilà, Red Matter 2 revient, donc ça va reprendre le jeu pile poil où il s'était arrêté. Le premier épisode, c'était beaucoup de puzzle game et de narration. Il y avait une histoire où, en fait, où vous devez... petite montée en pression. On est dans une guerre froide, c'est ça, ouais. Il y avait une petite montée en pression selon les énigmes. Par exemple, typiquement, vous avez un chronomètre pour résoudre l'énigme, sinon vous allez crever, quoi. Ce genre de choses. C'était vraiment très, très bien réalisé, très bien pensé, très bien designé, très joli, j'ai déjà dit. Une histoire qui a été assez sympa. Vous vous retrouviez dans une guerre froide galactique où c'était sur Jupiter, je crois qu'on allait dans le premier épisode, on allait sur une base russe. Voilà, ce sera assez contemporain en plus. Et on devait libérer, je crois, on recevait un signal de détresse et on devait aller libérer ou retrouver un équipage. Et on se retrouvait face à la Red Matter, la matière rouge. Je n'en dis pas plus sur cette matière. Mais dans ce second épisode, visiblement, on aura un gameplay beaucoup plus varié. Ce ne sera pas que des puzzles, il y aura toujours des puzzles, mais on aura des séquences de gunfight, ce genre de choses. Un épisode qu'on nous promet plus long et plus travaillé côté scénario aussi. Du coup, on verra ce que ça vaut.
Côté scénario, cette fois-ci, on est emprisonné au début de l'aventure et on est libéré. Il y a quelqu'un qui viendra nous libérer et pendant qu'on doit s'échapper du complexe, on va recevoir un appel d'un ami, un appel de détresse de quelqu'un qui semblerait qu'on connaît. Et du coup, c'est parti pour une expédition de sauvetage un peu improvisée pour aller sauver notre ami qui se trouve sur... Enfin voilà, on va voyager à différents endroits, ce qui n'est pas forcément le cas du premier épisode qui se concentrait dans un seul coin, si je dis pas de bêtises. Et là, on devrait aller visiter plusieurs lunes, que ce soit des lunes de Jupiter et de Saturne. Voilà. Donc ça arrive le 18 août sur Quest, et je crois que c'est également sur PCVR, la date à confirmer. Mais un jeu que je pense va faire Day One, et je pense que ce sera peut-être pareil pour toi aussi, Zazel. Ah, c'est dans le best-of. Bravo, Salkis. C'est dans le best-of. C'est dans le best-of qui arrive là prochainement sur la chaîne secondaire. Mais ouais, Red Matters, le 1 était vraiment kiffant. Moi, vraiment, j'avais gobé. Enfin, vous le savez, je suis un peu graphic war là-dessus. Je considère vraiment que les graphismes ne font pas tout, et surtout en VR, mais par contre, quand les graphismes sont jolis, quand les réfractions sont belles, quand l'occlusion... Bref. Et honnêtement, Palme d'Or, effectivement, pour les équipes techniques qui bossent sur les shaders. D'ailleurs, ils avaient eu des récompenses pour ça, pour avoir travaillé les shaders comme ça sur le Quest. C'est une petite pépite, l'équipe technique. C'est le premier jeu qui avait eu un patch Quest 2. C'est ça. C'est une petite pépite derrière, parce que même sur Quest 1, il était beau à l'époque. Effectivement, tu fais bien. Ah oui, complètement. Il sortait sur Quest 1. En fait, ils ont vraiment à mort optimisé les graphismes du coup pour du Quest 1. Et forcément, quand le Quest 2 est arrivé, ils ont pu se lâcher encore plus. Et ouais, grosse mention pour eux. Rien que pour ça, si vous voulez soutenir, allez-y. Et en même temps, le jeu, vu la qualité du 1, on suppose, moi j'ai pas mis la main encore sur le 2, mais on suppose honnêtement que vous allez passer un bon moment. J'espère. Il y a d'autres jeux sur lesquels on passe un bon moment sur le 1 et qu'on attend le 2 avec impatience. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Il me semble que c'est un petit peu ton jeu du cœur. Hein. Ah, clairement. Si vous ne connaissez pas Zach Tsiakalis Brown, un nom pas forcément simple à prononcer, c'est un développeur qui, à l'époque, quand il avait 16 ans, il a réalisé un jeu tout seul, un jeu qui s'appelait Vertigo. Et ce jeu, c'est sorti en 2016, c'était une pépite. Le type a travaillé chez Valve, il a travaillé sur plusieurs projets chez Valve, notamment je sais plus le nom, la petite expérience, il y avait Moondust qui avait été développé, et puis une autre expérience, The N-Physics Lab. Non, N-Physics Lab, c'est pas lui. Ouais, c'est pas lui. Mais oui, il travaillait sur les expériences du coup des prototypes des Knuckles à l'époque. Des Knuckles, c'est ça, des Valve Index Controllers. Et du coup, voilà, c'est quelqu'un qui vient de chez Valve, et ça se sent parce que dans Vertigo 1, en fait, ça reprenait quand même pas mal d'inspiration de certaines licences bien connues, type Half-Life. Le premier épisode, ça nous mettait, donc c'était un jeu d'aventure solo disponible sur PCVR, et vous deviez vous incarner en fait une jeune femme qui se fait téléporter dans une dimension parallèle sur une terre parallèle du coup dans un laboratoire, et vous deviez vous échapper de ce laboratoire. Évidemment, il y avait du coup plusieurs monstres, enfin des monstres, les personnes qui habitent là, qui sont pas forcément des humains, mais aussi des créatures importées d'autres univers parallèles, etc. Il y avait des gardes, etc. Enfin, tout le monde voulait vous tuer parce que pour eux, c'était un accident, comme dans Half-Life, c'est un accident qui était survenu dans leur base, et vous vous êtes retrouvés là par erreur en fait. Et du coup, ils cherchent à nettoyer tout ça pour pas laisser de traces. Et du coup, à la fin du premier épisode, on arrivait à sortir de cette base, et il y avait une fin un petit peu cliffhanger. Et du coup, ce second épisode, il est attendu depuis pas mal de temps. Moi, je l'attends vraiment de fou. Et il y a une bêta fermée qui va avoir lieu. On peut s'inscrire. Les inscriptions durent jusqu'au 24 juillet. Le développeur maintenant a recruté pas mal une grosse équipe, et du coup il précise que là le jeu est quasi terminé. Il reste plus que le dernier niveau à peaufiner et l'introduction du jeu à faire, mais sinon il est pleinement jouable de A à Z. La petite bêta qu'ils veulent faire du coup, c'est pour voir s'il n'y a pas de bugs, de choses à corriger, etc. C'est une bêta fermée, c'est-à-dire que les inscriptions durent jusqu'au 24 juillet et ils vont pas pouvoir prendre tout le monde. Ils expliquent qu'ils n'ont pas les capacités de récolter des retours de 3000 joueurs, donc ils veulent la faire en mode assez proximité, une petite proximité avec les bêta-testeurs, et pas juste donner des clés comme ça pour tester le jeu et personne
personne donne de retour, ce qui est pas cool hein, quand vous faites ça sur les bêtas. Et du coup, voilà, ça dure. Vous pouvez vous inscrire sur le site. Je vais vous mettre le lien aussi en description si jamais vous souhaitez le faire. Par contre, je tiens à préciser que l'équipe précise, si vous êtes fan du jeu, comme c'est mon cas, ne participez pas à la bêta parce que vous allez vous spoiler vraiment l'aventure. Et clairement, Vertigo 2, c'est un jeu avec un scénario qui est assez bien travaillé, mine de rien. Il y a vraiment des rebondissements qui sont bien faits, bien travaillés. Il y a un travail de fou sur le level design, sur le gameplay, les différentes phases de gameplay, avec des rebondissements vraiment très chouettes sur le scénario. Donc, ouais, si vous êtes fan du jeu, je vous conseille de ne pas participer à la bêta. Si vous ne connaissez pas, éventuellement, allez tester. Il y avait une démo d'ailleurs qui était disponible de Vertigo 2. Je ne sais pas s'ils l'ont remise dans le Steam Festival. Faudrait vérifier. Mais je ne l'ai pas vu passer non plus. Mais voilà, c'est un jeu que j'attends impatiemment et qui est normalement prévu pour cette année. Je rappelle qu'il avait été prévu à la base pour fin 2020, puis repoussé à fin 2021, puis repoussé à fin 2022. J'espère que là, ça y est, c'est la bonne. D'après les dires de l'équipe, on arrive sur la fin. Donc, je croise les doigts et moi, je suis impatient de tester ça. Et oui, mais moi, j'avais fait le 1, j'ai pas fait le remastered. D'ailleurs, bon, je les avais un petit peu trollés à l'époque. Ça peut se comprendre. Parce que bon, c'était l'époque du remastered. On en voyait partout, Ratchet & Clank remastered. Enfin bref, d'ailleurs même encore maintenant. Mais c'était assez rare de voir un remastered d'un jeu VR sorti il y a 3 ans, 4 ans. Et du coup, je les avais un peu trollés, mais finalement, dans mon troll, comme un blaireau, j'ai pas fait le remaster, donc du coup, ça sera. Il y a Galdian qui précise que. Il y a Galdian qui précise qu'il y a bien la démo du Vertigo 2 qui est disponible, donc n'hésitez pas à aller la faire. Franchement. Ouais, parce qu'elle ne spoile pas. Elle ne spoile pas, voilà, c'est un petit niveau, ça dure. Je crois que ça dure 20 minutes la démo à tout casser. Et ça vous laisse entrevoir un petit peu ce qui vous attend. Sachant que le deuxième épisode, le développeur a déjà partagé plusieurs vidéos de certains passages du jeu, sans vouloir spoiler, etc. Mais histoire de nous montrer que le jeu va exploser. Et voilà, je vous en dis pas plus. Voilà. Et mention spéciale à Rames, si vous voulez voir Rames se débattre avec des tentacules, c'est disponible en clip Twitch. N'hésitez pas à regarder. En parlant de jeux qui veulent refaire peau neuve, il y en a un qui se pose là, il s'appelle Alien. Exactement, ouais. Alors ça, c'est quelque chose avec lequel on va avoir une attention toute particulière. Le studio Survios, donc, que vous connaissez pour pas mal de licences, ils ont un petit raté dans leur développement. Mais Survios, c'est connu pour Creed, c'est connu donc le jeu, un excellent jeu de boxe. C'est connu pour Rodata, un wave shooter à 4 qui encore aujourd'hui reste très sympathique à faire, alors que le jeu est sorti en 2016, mine de rien. Ça reste plutôt cool. Côté multijoueur, hein, si mes souvenirs sont bons. Mais... Et tu peux jouer à 4 joueurs, Rodata. Okay. Et il est team fragile friendly. Il est team fragile friendly, ouais. Il a un peu vieilli sur certains aspects, mais mine de rien, ça reste encore très acceptable aujourd'hui. Le jeu qui a fait ramer pendant des années les 970 de l'époque. Complètement, ouais. À l'époque ouais, c'était très en avance à l'époque pour son temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils ont fait Sprint Vector, que je vous recommande absolument pas quand il fait 45 degrés. Ah oui, non, c'est un là tu m'as fait excellent peur, jeu de mais course. ça reste un excellent jeu. Malheureusement, je dois quand même redire que je l'ai retesté, j'en ai refait il n'y a pas si longtemps. Si vous voulez le test, hein, il est sur DeliVR, d'ailleurs ça faisait partie de l'époque où je faisais des tests VR, où je m'exorcisais un petit peu. Mais il y a peu de monde, voire personne. Malheureusement, les serveurs sont... Et ça reste avant tout un jeu multijoueur, même si en solo, vous avez quand même de bonnes sensations, avec des bots, ça passe. Et il y a une bonne ambiance. Il y a une très très bonne ambiance dans le jeu. Un personnage avec une télé à la place de la tête qui te parle, etc. Et c'est plutôt bien amené, on va dire. Bref, le studio Survio, ça fait pas mal de jeux. Il a refait aussi Battle Wake, un jeu de pirate, qui était pas trop mal. Pour le coup, celui-là, j'ai pas aimé. J'ai un peu moins aimé, mais la réalisation était quand même au rendez-vous. Après, ils s'étaient loupés. Ils avaient travaillé sur Walking Dead, la licence d'HBO, la licence officielle, parce qu'il y a eu 2 jeux Walking Dead, Saints and Sinner, qui est tiré de la BD, donc la licence originale de base. Et ensuite, il y a eu la série en film, enfin la série live d'HBO. Et eux, voilà, ils avaient fait Walking Dead Onslaught, qui était tiré de la série, qui était quand même assez moins bien, on va pas se le cacher. Zazel nous avait fait un super live en nous montrant... Salut Autonette. Je m'étais fait chier. Et ouais, je me rappelle que tu t'étais pas mal fait chier pourtant, je suis quand même montrant sensible. les joies du level design. Ouais, c'est ça. Et pourtant, je suis quand même... avec des chariots empilés les uns sur les autres. Ouais. Non,
non, mais C'était, ouais. c'était pas possible. Non, je pense que enfin, c'est une période creuse hein, pour eux. Mais ouais, Clairement. et puis on l'avait précisé plusieurs fois, ce développement de Walking Dead, ça avait été une catastrophe pour le studio, ça s'était très Il très l'avait mal refait passé, 2 fois, il me pour plein de semble, en raisons. plus. Ouais, c'est ça, ouais, c'était une catastrophe. Et du coup, bon, c'était leur faux pas, mais on va dire, allez, on va pas leur en vouloir pour ce jeu-là. Et du coup, bah là, ils viennent de dévoiler qu'ils développent un jeu solo, action horreur de la licence Alien. C'est développé avec les studios 20th Century Games, donc il devrait y avoir de l'histoire. Du coup, j'imagine que si 20th Century Games met son nez là-dedans, en général, côté histoire, ils sont Ah bah, assez c'est calés. même une histoire encore inédite autour d'Alien. C'est ça, c'est une histoire inédite qui se situe entre le film Alien 1 et les autres films Alien. Donc c'est assez flou, hein. Je trouve qu'il se mouille pas trop en ouais. termes, voilà. Mais en gros, ça se passe dans l'univers des films. C'est pas avant, c'est pas après, c'est dans la période des films. Côté histoire, on sait qu'on va incarner un vétéran de la guerre qui apparemment a une vendetta à exécuter avec les xénomorphes, donc potentiellement un personnage qu'on aurait peut-être vu dans les films qui serait mort dans un des films à cause des xénomorphes et que ce personnage voudrait venger, etc. On verra. C'est réalisé sous Unreal Engine 5 et moi j'ai super hâte d'en savoir plus et on devrait en apprendre un peu plus d'ici quelques temps pour je ne sais plus quel événement, je ne l'ai pas noté dans mes notes malheureusement, mais il va y avoir un événement d'un éditeur qui est très connu qui va parler du jeu. Non, c'est pas Sony. Je crois pas que ce soit Sony, mais un gros éditeur. Bref, et qui va arriver dans le mois, normalement, dans le mois ou le mois prochain. Donc on risque d'en apprendre un petit peu plus. Pourquoi pas d'avoir des images, ça serait chouette. D'ailleurs, Sony va avoir un autre State of Play avec de la VR, info exclusive. Voilà, je le cale comme ça. Prochainement, le prochain, normalement, il devrait parler de VR. Et moi j'attends ça de ouf parce que Alien en VR, on a eu le mode VR d'Alien Isolation développé par Nibre. Franchement, Mother VR, franchement c'est une tuerie. Alors ça joue à la manette, mais allez-y, franchement ça déglingue tout. Et là je suis impatient de retourner dans une licence Alien en VR. C'est le premier jeu ça marche de ouf. En plus. J'avais attendu sur Pimax ça doit... pour me faire Mother VR à l'époque. Ça doit être excellent. Pour me faire Alien Isolation. Et c'est précisé, donc PC et console, en sachant que, réfléchissez un petit peu, ça peut pas être la Switch, ça peut pas être les Xbox Series X. Donc il y a de grandes chances que ça soit PS5, même si c'est pas annoncé tel quel. Hein, mais alors c'est annoncé en flat aussi, hein, ouais, donc c'est un jeu flat et VR. Donc ça peut être Xbox, et ça peut être Nintendo Switch, et ça me fait peur, parce que le studio Survios a développé sur Switch Creed, Rise to Glory, un jeu de boxe sur Switch qui était pensé à la base en VR. Je sais pas trop ce que ça peut donner, mais ils ont fait des bonnes ventes apparemment. Donc, ok, écoutez, si les gens sont prêts à acheter ça en version flat, pas de problème. Ce Creed, honnêtement, moi je le conseille, il n'y a aucun souci là-dessus. Il est plutôt sympa, c'est un bon défouloir, pas de souci. Même si j'ai une grosse préférence pour Knockout League, mais ça c'est peut-être mon côté aussi nostalgique, un peu de Punch-Out, etc. Non, mais soyons honnêtes, Knockout League est beaucoup plus avancé, beaucoup plus immersif. Bon, même voilà, c'est l'immersion. Mais et Creed met, on va dire, un peu plus l'accent sur les décors, l'environnement, la licence Rocky, hein, tout simplement. Enfin, Rocky ou Creed, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais voilà, ça reste dans le lore des films. C'est ce que n'a pas Knockout. Alors, juste pour répondre un tout petit peu dans le chat, déjà bienvenue à Autonate qui nous a rejoint, qui nous dit qu'il fait beaucoup trop chaud effectivement pour faire de la VR. Il y a quelqu'un qui donne le Bobo VR F2, effectivement, qui a un petit ventilateur. Alors je l'ai eu en main, mais il est tombé en panne, moi, mais genre 24 heures après qu'on me l'a envoyé. Et on m'en jamais renvoyé un. Ils m'ont renvoyé des tas de trucs, mais pas ça. Vraiment, vous pensez que ça peut combattre la canicule, tout comme le faisait le Shieldex à l'époque, hein, donc ces petits ventilateurs qui viennent te rafraîchir le front, j'imagine. Je me souviens plus. Pour le pardon. Pour le F2, le Bobo VR F2. Le F2, c'est en fait, c'est une ventilation qui va enlever la chaleur qui se trouve à l'intérieur du casque, voilà, entre toi et les lentilles. Voilà, donc, et apparemment, il y a certaines personnes qui ressentent le flux d'air qui bouge un petit peu. Donc ça rafraîchit, entre guillemets. Moi j'avais eu peur que ça m'assèche les yeux, mais c'est bon, ça, je suis pas très flippé en VR par rapport aux yeux, etc.
ça va encore, mais le côté assécher les yeux, ça me dérangeait un peu plus. Donc, n'hésite pas à nous donner ton retour, hein, du coup, à Galian, là-dessus. Monsieur Hudson qui me dit le scénario d'Alien est connu. On interprète un alien qui entre en conflit avec sa famille. T'es sûr? T'es sûr? Est-ce que tu es sûr que c'est ce scénario et que tu es prêt à miser dessus? Mais ouais, là, la VR par ce temps-là, c'est avec clim obligatoire. Et d'ailleurs, on le dit en déconnant, mais attention quand même au malaise. Vous pouvez carrément comme ça partir en malaise en faisant de la VR par des 40 degrés. Donc faites attention, prenez soin de vous. Ouais, mettez le ventilo et oubliez pas de boire un coup. Exactement. Hydratez-vous, important. Et de l'eau, hein, je précise. Ceci était un message de l'Institut. Exactement. À consommer avec modération. Ouais, Nardi est équipé aussi. Et bienvenue Crazy Monsters dans le chat. Bienvenue Nardi à toi. est équipé. Nardi, mais si tu savais à quel point Nardi est équipé. Nous tairons cela, c'est du backstage. Bref, on va passer à la news suivante. Et la news suivante, c'est un jeu français, Cocorico, un jeu français qui cartonne et qui s'appelle Blade and Sorcery. Exactement, un jeu où il faut se lever pour jouer, et si je dis ça, c'est parce que la semaine dernière, Zazel ne s'est pas levé. Et vous pouvez lui demander aussi aujourd'hui de se lever. Voilà, une petite ola pour Zazel. Je le reprécise. Est-ce que vous avez vu quoi que ce soit? Absolument pas. C'était un peu en off, c'était flouté, donc je suis pas d'accord. Mais voilà, n'hésitez pas à lui demander. Mais voilà, cette fois-ci, c'est une mise à jour pour... je suis pas sur la bonne page, sur Blade and Sorcery. Donc la mise à jour U11 qui était déjà un petit peu disponible en bêta, mais ça y est, elle arrive en officiel. Grosse mise à jour sur PC VR qui change beaucoup de choses sur le jeu. Blade and Sorcery, il y a quelques temps, avait intégré la mise à jour des donjons, donc, qui rajoute quand même pas mal de contenu au jeu et qui donne un aspect, on va dire, moins sandbox au jeu. Là, vous avez pas vraiment d'objectif. L'objectif, c'était d'aller au bout du donjon, mais ça faisait, voilà, ça changeait un petit peu l'approche qu'on a sur le jeu, de juste affronter des vagues et des vagues d'ennemis. Et bien cette fois-ci, voilà, la mise à jour U11 qui intègre pas mal de nouvelles choses. Tout d'abord, un nouvel environnement extérieur. C'est-à-dire, avant, vous étiez dans votre home, dans une petite maison, vous ne pouviez pas trop sortir. Là, on a tout un environnement extérieur dont on va pouvoir profiter, qui est plutôt bien fait, qui est assez chouette. Il y a un nouveau tutoriel pour les nouveaux joueurs sur le jeu, si jamais ils s'étaient passés à côté de certaines choses, parce que dans Blade and Sorcery, on se bat, on a des holsters dans tous les côtés pour ranger nos armes, mais il y a aussi l'usage de la magie. Et la magie, vous pouvez la mixer. Alors, vous pouvez lancer, par exemple, vous pouvez créer des sorts de boules de feu en faisant des gestes avec vos mains, des gestes bien précis en fait. Et du coup, la magie, vous pouvez aussi, par exemple, vos boules de feu, comment je pourrais dire ça, les intégrer dans vos armes. Par exemple, vous pouvez faire chauffer votre lame, et découper vos ennemis avec une épée enflammée, voire lancer des boules de feu avec votre épée. C'est désormais possible dans cette mise à jour. Ils ont fait plusieurs animations au niveau des PNJ. Pour être un peu plus concluant. Une particularité que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont travaillé pas mal sur l'aspect infiltration. Quand il y a eu les donjons, l'aspect infiltration, on va pas se mentir, c'était complètement claqué au sol. C'est-à-dire, vous pouvez marcher devant un garde, tant que vous n'étiez pas dans son champ de vision, vous pouvez danser la samba derrière lui, il remarquait rien du tout, il n'avait pas d'oreille limite, hein. Ils étaient sourds. Et là, les gardes vont faire attention au bruit, donc il va falloir s'approcher vraiment doucement. Et une fois que vous allez les tuer, il y a une fonction que j'aime bien, il va falloir les poser délicatement au sol. Ça peut un peu rigoler, parce que voilà, le bruit de leur armure qui tape contre le sol peut éveiller l'attention d'autres gardes. Donc il y a vraiment l'aspect infiltration qui a été mis en avant, et ça, pour ça, je suis assez impatient de faire les donjons. L'infiltration ou le côté un peu psychopathe, c'est-à-dire que tu tues... les deux. Ouais, voilà, exactement. Moi, c'est clairement quelque chose que je vais faire, quoi. T'arrives derrière, tu lui mets la main devant la bouche pour pas qu'il crie, tac, 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 tu fais le psychopathe, et après tu poses délicatement, tu vois, limite tu mets un oreiller sur la tête. Enfin, moi ça va me faire beaucoup rigoler. Évidemment, c'est du second degré, hein, mais c'est très marrant à faire. N'allez pas dire que la VR rend violent, hein, pas du tout. Alors, non, psychopathe, pas violent. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même... C'est de la fantaisie, c'est de la fiction. S'il y a une prochaine tuerie aux États-Unis, voilà, hashtag VR, ça arrivera un jour. Comme je disais, il y a pas mal de sorts de magie qui ont été retravaillés et qui semblent assez fous, même visuellement parlant. Qu'est-ce que vous voyez là? Des nouveaux effets de lumière, évidemment. On a la gravité qui a été retravaillée. Un nouveau système pour les tenues. Donc c'est pareil, ça c'est quelque chose qui avait été mis dans la bêta. Là, vous allez pouvoir personnaliser un peu plus votre avatar. Mettre des gants, enlever des gants, débloquer quelques cosmétiques, un nouveau système d'inventaire,
Un nouveau système pour les portes, on va pouvoir nager dans l'eau, ce qui n'était pas le cas avant, on ne pouvait pas nager, quand on allait dans l'eau, on mourait, si je dis pas de bêtises. Et aussi une amélioration graphique, on va retrouver aussi... d'ailleurs, quand on allait dans l'eau. Ouais, complètement, ouais. Des nouvelles salles dans les donjons, certaines maps qui ont été retravaillées, bref, une très 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 grosse mise à jour avec des nouvelles armes, etc. Bref, il y a vraiment eu beaucoup de choses. Je vous conseille d'aller voir le patch note qui est vraiment super large. Chose à noter aussi, le support de différentes langues, dont le français. Le jeu est en français maintenant, ça plaira à tous ceux qui sont allergiques à l'anglais. Et cette mise à jour, je précise qu'elle va arriver aussi sur Quest. Il faut être un petit peu plus patient, mais ça va arriver. Et sur Quest, il avait dit que voilà, il n'y aurait pas d'upgrade graphique, de mise à niveau graphique. Et on se disait, en même temps, c'est pas étonnant parce que le jeu a tendance un petit peu à ramer sur Quest, hein, même sur Quest 2. Il y a quand même des sacrées baisses de framerate à certains moments. Et apparemment, Warfrog Studio nous précise que ils ont fait pas mal de travail là-dessus et du coup, ils vont même corriger ces petits problèmes d'optimisation et rehausser en plus le niveau graphique. J'attends de voir ce que ça vaudra sur Quest, mais en tout cas, voilà, grosse mise à jour sur le jeu en PCVR qui peut redonner pas mal d'intérêt à un jeu qui passionne les gens très violents. Non, j'avoue qu'il est excellent. Il est excellent. Et d'ailleurs, dans un genre différent, mais c'est tout à fait français également, vous avez Tales of Glory, du coup, médiéval, mais pareil, il subit de très très grosses mises à jour, y compris mises à jour physiques. Et là, du coup, c'est du combat de masse médiéval sur le 1, en tout cas. Le 2 étant beaucoup plus façon Call of Duty. Rainbow Six plutôt d'ailleurs, parce que vous contrôlez vraiment des unités, mais en tout cas sur le 1, c'est vraiment du combat médiéval, et avec de l'infiltration, avec des donjons, et surtout une revisite de l'animation. Ce sont deux devs en tout cas qui communiquent assez bien l'un avec l'autre, en tout cas qui se connaissent bien, et ils sont sur deux univers complètement opposés, complètement différents, mais où les sensations sont très bonnes l'un comme l'autre. Nice. En tout cas, c'est très très cool pour Blade and Sorcery. Ça fait vraiment plaisir. Peut-être l'occasion. Et comme dit Etchi, manque plus que le multi, quoi. C'est clair. Ouais, oui, ça serait bien. Imaginez-vous pouvoir vous passer les cadavres entre vous, etc. Moi, de toute façon, j'attends avec impatience un jeu multi d'infiltration. Ça, c'est vraiment un truc. Ouais. Alors en multi et jeu de combat, je le renote, mais il y a Legendary Tales qui existe. Et il y a une très 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 grosse mise à jour qui est attendue, et Legendary Tale fonctionne super bien sur son système de combat. Ouais, c'est très très similaire à Blade and Sorcery, et c'est multi, tu peux y jouer à 4. 4 joueurs, ouais, 4 joueurs. Pour le moment, c'est des donjons procéduraux. Et un niveau, on va dire, tu peux le compléter en 20 minutes si tu trouves le chemin, mais c'est assez labyrinthique. Si tu te perds un petit peu, t'en as pour une bonne heure de jeu juste pour faire un niveau du donjon, sachant qu'il y a 10 niveaux qui sont de plus en plus compliqués en plus, donc à la fin tu mets carrément 2 heures, et il y a vraiment un aspect RPG qui est mis en avant dans ce jeu, c'est que tu peux débloquer des armes, tu peux améliorer ton personnage, lui donner des points de compétence, que ce soit de magie, de dextérité, de force. Tu peux débloquer des capacités spéciales, par exemple si tu appuies sur un joystick au moment de frapper, tu vas pouvoir faire apparaître des points de zone critique sur les ennemis. Enfin, tu as tout un tas de choses à faire. Legendary Tale est très très complet. Il y a une très grosse mise à jour qui va en rajouter énormément du contenu. Donc, niveau jeu de combat, c'est très chouette en ce moment. Carrément. On a des bonnes nouvelles. Carrément. Alors, Galdienne, tu viens de me donner une idée. C'est vrai que j'y pensais pas. Mais ça peut être une très très bonne feature. Il est là-bas, effectivement. Mais d'où ça vous vient, cette théorie comme quoi... Bon. Alors, je suis très fiable en jeu, monsieur. Et Autonate, qui veut te tuer Rames? Non, je déconne. Non, qui demande combien de casques VR tu as? Alors j'en ai beaucoup moins en ce moment, parce que j'en ai revendu pas mal. J'ai revendu quoi? J'ai revendu un Go, j'ai revendu un Windows Mixed Reality, j'ai revendu mon PSVR, j'ai revendu... Bon, je l'ai pas revendu, mais le Rift CV1, il a été démonté en 1000 morceaux. Alors non, pour le coup, franchement, pas du tout. Le Go, je l'ai vendu 50 balles en précisant à la personne, je te préviens, c'est pas de la VR, c'est de la VR 3DOF, je vais expliquer, bref. Le PSVR, je l'ai vendu 100 balles avec l'AIM controller, des jeux, la caméra, les PS Move, enfin franchement, le mec a fait une affaire.
Non, non, je suis pas, j'aime pas trop arnaquer les gens. Au contraire, je suis plutôt sympathique. Là-dessus, je sais pas, j'ai je dois en avoir 5, je crois, chez moi en ce moment, en totalité. Dont plusieurs que j'utilise pas. Et la vraie Oui, question, ça. c'est combien de casques Zazel a? Parce que lui, il les garde. Voilà, il veut faire une collection. On en parlait juste Beaucoup avant trop. l'émission Et c'est d'ailleurs. vrai qu'on en parlait juste avant. On se disait, bah tiens, ça pourrait être cool, effectivement. Bah, vous savez, il y a des associations, de plus en plus d'associations qui présentent des vieux PC maintenant dans les salons et autres. Et je me demandais, ouais, effectivement, s'il n'y avait pas une carte à jouer avec. Enfin, jouer. L'idée ne c'est pas de se faire de l'argent, mais de montrer comme ça l'évolution du coup de la VR. Ça peut être plutôt intéressant. En sachant que là-dedans, j'ai des bons trucs bien claqués au sol, hein, quand même, hein, comme le HTC Vive Focus premier du nom, ce genre de casque. Bref. Ouais. Pour un futur salon, c'est le kiss, tout à fait. Mais d'ailleurs, j'essaie potentiellement en égo avec Oculus enfin avec Meta pour choper quelques quests pour les salons. Ça pourrait Nice. être cool. Nice. Monsieur Tson qui nous dit pour le X-Tail 3.0, eh bien écoute, j'ai préco le 2. Il a préco la version à 20 000 balles. Alors, non, mais alors déjà pour la petite histoire, en fait, avec ma boîte, on avait acheté le X-Tail premier, ça s'est très très mal passé. On avait préco le 2, ils nous le remboursaient, donc je pense que je vais pas aller sur le 3. Donc, et salut Fred, bienvenue sur le chat. Effectivement, oui, pourquoi pas, effectivement, faire un petit musée. Mais non, mais ça pourrait être sympa sur certains types d'événements, montrer un petit peu les différences de casques, les évolutions dans le temps. Ça peut être plutôt cool. Et le projet Lynx n'est pas mort. Bah pareil, on en parlait en off également. Alors, il faudra peut-être qu'on stream le off du coup. Mais, non, on en parlait effectivement en off. Et non, c'est pas mort. Ça devrait être. Bah là, du coup, il y a des retards de production. Là, par contre, à l'inverse du Cambria, les contrôleurs, ça a déjà été précisé, hein, ça sera vendu après. Mais du coup, il va essayer d'assurer du coup le coût sur les bakers, parce qu'il y en a déjà, mine de rien, il y en a pas mal. Et derrière, il verra par rapport aux problématiques de production, etc. En tout cas, on leur souhaite le meilleur à Lynx. Et puis surtout, moi, je me souhaite quand même de voir assez rapidement ma Limited Edition, ma version transparente. Ça peut être très cool. Qui alimentera le musée. Voilà, tout à fait. Streamer le off, t'es sur le toit? Non, pas du tout. Hein. Je disais ça à voix haute, c'était une réflexion. Je sais pas si vraiment tout le off devrait être streamé. Mais par contre, un jeu qu'on pourrait streamer dans pas longtemps, parce que ça fait plaisir de le revoir au catalogue, c'est Wardust. Non. Pardon. Ça a coupé pendant une seconde. Non, je disais un jeu qui nous ferait peut-être plaisir de restreamer dans pas très longtemps. Pardon. Effectivement, c'est peut-être Wardust. Ouais, étonnamment, Raptor Lab, donc studio français, ressort un peu Wardust du placard. Ils n'arrêtent pas de faire des mises à jour là dernièrement. Il y a quelques temps, il y a 2 mois, je crois, comme ça, ils avaient fait une refonte graphique du jeu, vraiment belle refonte graphique. Bon, même si voilà, ça reste quand même assez austère au niveau des graphismes, mais il y a quand même eu un sacré gap. 32 versus 32 versus 32, voilà, donc c'est 64 joueurs affichés sur la map. Dommage, la transition, t'as tout niqué, Rames, complètement. Ah non, mais je suis pas deg, hein, je suis pas deg du tout. Je suis désolé. Je sais ce qu'endure Mathieu maintenant. Il sera beaucoup plus soft. Mais ouais, Raptor Lab, donc qui est un jeu pas nouveau, hein, c'est sorti en 2018 si je dis pas de bêtises. Donc c'est du Battlefield, hein, tout simplement, mais en VR, 32 contre 32. Malheureusement, il n'y a pas 32 joueurs d'un côté et 32 joueurs de l'autre. En général, les serveurs sont assez déserts, on va pas se mentir. Même si, depuis quelques temps, si vous allez voir sur SteamDB Info, là, les serveurs, il y a quand même un peu plus de monde. Maintenant, on est à une trentaine de joueurs, une quinzaine de joueurs, ça dépend un petit peu des moments. Mais voilà, il y a eu un petit regain d'intérêt pour le jeu dernièrement. Il y a eu quelques gros streamers qui ont streamé le jeu, donc ça a reboosté un petit peu. Ça a un petit peu reboosté la communauté. Et ça tombe bien parce que les développeurs n'arrêtent pas de faire des mises à jour. Et là, ils nous ont sorti une nouvelle map. Donc, comme vous pouvez le voir, dans une ambiance très Europe de l'Est, on va dire. Et du coup, nouvelle map avec toujours les mêmes modes de jeu. Il y a eu pas mal de choses retravaillées, notamment sur le système d'amélioration des armes. Enfin, pas d'amélioration, mais d'évolution
des personnages. Avant, quand on jouait, on pouvait débloquer des armes à force de jouer, etc. Bah, tout ça, ça a été remis à zéro, et maintenant, voilà, on a plus d'armes à débloquer, et ça se débloque un peu plus facilement qu'à l'époque. Des fois, il y avait certaines armes, il fallait jouer pendant des heures et des heures. Là, c'est plus le cas. Et du coup, bah voilà, Wardust renaît un petit peu de ses cendres en ce moment, et bah clairement, je vais pas vous le vendre comme le jeu de l'année. C'est pas du tout le cas, mais c'est un jeu intéressant parce que bah, déjà, il est seul à faire ce qu'il propose, c'est-à-dire à faire du 32 contre 32. Franchement, c'est vraiment les seuls à faire ça, même si oui, il y a plein de bots, parce que bah, quand les slots sont pas utilisés, bah, c'est des bots qui les remplacent. Mais si vous avez quelques potes, et que je sais pas, si jamais il est en promo avec les si vous avez 63 potes, bah, ça vous coûtera 12 euros. Potes, ouais. Et... Non, mais en vrai, par contre, en 32 par 32... En vrai, je m'amuse dessus toujours à l'heure actuelle, alors qu'il est vraiment loin d'être parfait, on va pas se mentir, mais ça permet de passer quelques petites soirées sympathiques. Sans prise de tête, c'est assez arcade. Hein. Donc c'est le même moteur, hein, à peu de choses près que Standout. Donc en fait, si vous voulez une version un peu plus réduite, un peu plus... là pour le coup, c'est PUBG-like. Du même studio en tout cas, donc avec les mêmes techniques de déplacement, parce qu'il y a ça aussi qui est intéressant, même si moi j'ai jamais trop accroché. Ils ont des techniques de déplacement, justement on parlait de sprint vector, etc., donc en bougeant les bras, qui a le mérite du coup d'exister, et pour certains ça aide beaucoup. Donc voilà, si vous cherchez un mode plus Battle Royale, du même studio, c'est Standout, et si vous cherchez un GTA-like... Non, on va pas faire ça, voilà, sachez qu'il y a aussi Gang V, voilà, qui existe du même studio, mais pour le coup, voilà, vous pourrez retrouver sûrement des lives ou des clips. Hein. Et comme le dit Rames, on va pas faire ça, on va pas faire ça. La promesse était folle. J'espère en tout cas que le fait qu'il y ait des mises à jour là, de Wardust, ça veut pas dire que c'est la fin de Gang V, parce que vraiment j'aimerais le voir abouti. Je dis sans les bugs, sans ça, même s'il y a beaucoup de travail encore. Mais la promesse de Gang V était complètement folle. C'était même d'ailleurs le pitch idéal du studio. C'était pour ça qu'ils avaient créé un studio. Donc en tout cas, on espère vraiment qu'ils vont pouvoir rattraper le coup. Réduit concours sur Steam, oui, sur Wardust en tout cas, effectivement, il est à 12,59. Et d'une façon générale, Crazy Monster, si tu n'étais pas là quand on en a parlé, il y a le Steam VR Festival avec plein de réductions sur les jeux VR. Et c'est plutôt cool. Non, la raison pour laquelle j'étais parti en fou rire à Galdian, c'était par rapport à ce que tu avais mis au-dessus. C'est pas très gentil, donc je vais pas le lire, mais c'était plutôt bien trouvé, ça m'a fait rire. Donc voilà. Et c'était la dernière news de la soirée, mesdames et messieurs. C'était la dernière news, je ne me trompe pas. Alors il y a une question de Hitch, si on a des news de la sortie de Sandbox. C'est ça que tu veux dire? Si vous voulez transposer TF2. Sandbox, ouais, tout à fait. Donc, Sandbox, c'est quoi? C'est le framework du coup sur ce 2? Ben, je crois bien, ouais. Et personnellement, j'ai pas de news là-dessus. J'ai vu effectivement qu'il y avait des idées de vouloir transposer Team Fortress 2, mais pas de choses vraiment très officielles. Ouais, tout à fait. Ouais. Écoute, moi j'ai demandé les accès au SDK. Je suis le 111e millier sur la liste d'attente. Donc là j'étais content. Mais oui, effectivement, ouais, ça serait très cool. Et surtout, un TF2, putain. Un Team Fortress 2, bordel, en VR, je n'attends que ça. Ça serait excellent, ouais. T'imagines le scout avec la balle de baseball? Mais complètement. Complètement. Vraiment, moi je me taperais des trips de dingue. Effectivement, on a oublié quelques news. Et Agalian fait bien de le remarquer. C'est Kayak VR Mirage qui arrive. Qui est sorti. Ouais. Alors, est-ce que tu l'as testé? Pas encore. Eh bah, je te conseille d'aller tester cette petite pépite. Kayak VR, je vais réaliser un petit test sur ma chaîne, donc je me garde quelques cartes, mais enfin voilà, je rentrerai plus en détail dans mon test là, qui va sortir dans la semaine. Voilà, sans gros spoil, c'est beau, oui. Les images que vous voyez, c'est ce que vous voyez dans le casque. Alors, pas aussi forcément fluide, etc. Voilà, parce que ça, c'est le retour écran qu'on voit. Hein. Mais oui, dans le casque, c'est un jeu très très beau. Oui, éventuellement avec un Vive Pro 2, un Reverb G2, ce genre de choses. Ou pourquoi pas un Pico Neo 3 en DisplayPort. Ça marche très très bien aussi. C'est assez renversant d'ailleurs, ça m'a assez bluffé. Qu'est-ce qui se passe si tu baisses pas la tête?
si tu baisses pas la tête. Là, à cet endroit-là. Ta tête tape dedans et ça te fait reculer. D'accord. Ils y ont pensé, ouais. C'était pas dans la bêta, mais ils y ont pensé. Kayak VR2, du coup, alors, quand tu achètes Kayak VR2, il faut savoir que tu n'achètes pas juste un jeu de kayak en mode détente, comme on peut le voir là sur les images. Tu achètes un jeu de course aussi. En fait, tu achètes vraiment 2 jeux en un. C'est vraiment un jeu de course et un jeu de détente. L'aspect course est ultra bien réussi. Tu as vraiment des défis. Les parcours sont bien faits. Tu passes à travers, je sais pas comment on appelle ça. Tu passes à travers des portes, on va dire, tu sais, qui sont suspendues au-dessus de l'eau et tu dois passer à travers. Je sais vraiment pas comment on appelle ça. Si jamais vous avez le nom, ça peut m'aider pour mon test parce que j'arrive pas à trouver le nom. Des espèces de portiques là. Mais ouais, des portiques, c'est comme ça que j'aurais dit aussi. Mais du coup, la physique du jeu est très très bien faite. Le jeu est franchement magnifique et même pour les configs plus modestes, j'ai envie de dire, c'est du PCVR. Mais ils ont vraiment fait un très bon travail d'optimisation dessus. Moi, ma 1080 le fait tourner vraiment superbement, ça me fait halluciner. Et je vois des gens qui ont des 970 et ça tourne chez eux avec une 970. Et franchement, une 970, ça commence à vieillir en termes de carte graphique. Donc, bah, plutôt chouette. Et puis, de toute façon, un jeu où on rame, vous vous doutez que voilà, j'allais vous en dire du bien. Mais non, très très bon jeu. J'ai juste un gros bémol, c'est sur le contenu. Parce que même si vous achetez voilà, un jeu de détente et un jeu de course, il n'y a que 4 parcours, enfin il n'y a que 4 environnements. Ces 4 environnements sont retravaillés en mode course, c'est-à-dire on va avoir différents parcours donc, qui vous font découvrir la map d'une façon un petit peu différente. Et la difficulté est vraiment très très bien dosée en mode course. Mais bah, c'est dommage qu'il n'y ait que 4 environnements pour une sortie. J'aurais bien aimé en avoir quand même une petite dizaine avec des environnements qui changent un petit peu. C'est-à-dire là, c'est que des environnements très paradisiaques avec de l'eau douce, presque j'ai envie de dire, parce que c'est-à-dire il n'y a pas de courant en fait. Il y a un seul environnement où il y a vraiment, ça tangue dans tous les sens, et là c'est pour le coup pas Team Fragile, c'est la Norvège, et parce qu'en fait la Norvège, tu peux changer la météo, tu peux te retrouver dans une tempête, et la tempête te fait vraiment bouger dans tous les sens. Mais à part ça, c'est vraiment une ambiance assez très calme, très relaxante. C'est pas un mauvais point, hein, mais j'aurais aimé avoir un peu plus de diversité. Là-dessus, ça aurait été chouette. Après, voilà, c'est bon petit jeu. Il est pas très très cher. Bon, je crois qu'il est quand même un poil cher pour ce qu'il vaut. Je crois qu'il est à 24 balles. Je crois. Il est en promo. Il est en promo actuellement. Ouais, c'est ça. Donc profitez-en. Mais franchement, ouais, ça vaut le coup. Et le mode détente est vraiment très bien fait parce que vous pouvez vraiment vous laisser porter par l'ambiance musicale et l'ambiance sonore qui est ultra bien réalisée. On entend les branches qui craquent, l'eau, etc., qui coule autour de nous, etc. C'est presque frustrant d'ailleurs, tellement c'est bien fait que bah, quand tu mets la tête sous l'eau, tu ressens pas toi en réel de vraiment d'eau sur toi parce que c'est tellement bien fait que tu as envie vraiment de te poser dans l'eau, surtout avec les chaleurs actuelles. Bref, sans aucun doute, ouais, comme le dit Algadian, sans le moindre doute, l'un des grands jeux de l'année, et c'est clair. C'est clair que c'est pour moi, c'est un jeu qui aura marqué l'année 2022. Pas forcément en termes de contenu, mais pour tout ce qu'il fait à côté, là-dessus, aucun reproche. Le mode course, j'aurais un petit reproche aussi à faire, c'est que c'est pas du vrai multijoueur, c'est-à-dire tu vas affronter les fantômes des autres joueurs, et ça c'est dommage. Les autres joueurs voilà, sont pas modélisés avec une physique, ils sont pas présents. Si tu traverses leur kayak, et ça c'est dommage. J'aurais aimé qu'on puisse se donner des coups de pagaie, ça aurait pu être sympa, sachant que la physique du jeu est vraiment très bien faite. Et des voilà, petits coups de pagaie, etc. À la Ramès, quoi. Un petit coup de non, mais ça aurait été marrant, tu vois, genre, tiens, je m'appelle Ramès et je donne des coups de rame, bam, tu vois, ça m'aurait fait rigoler. J'avoue. Mais qui sait, peut-être ça arrivera. Je sais qu'ils veulent améliorer le multijoueur. Ils ont une petite roadmap qui est disponible sur Trello et avec plus de parcours. Pourquoi pas des rapides? C'est vraiment quelque chose qui me botterait. Mais voilà, le jeu de kayak est une niche et ils ont réussi à faire de cette niche un jeu vraiment visible par la communauté, évidemment par des graphismes époustouflants. Et c'est le cas, c'est époustouflant en VR. Mais il n'y a pas que ça comme qualité, donc n'hésitez pas, franchement, allez-y. C'est du tout bon, quoi. Tout à fait. On peut revenir effectivement sur Moss 2, alors très rapidement. Il sort la semaine prochaine. Il sort effectivement la semaine prochaine. Alors du coup, moi personnellement, je ne l'ai pas eu en main. Est-ce que tu l'as eu en main, toi, Ramès? Non, pas encore.
peux pas en parler. NDA. Je peux... Bah oui, non, mais par contre, t'as le droit de dire que t'es sous NDA et que t'as pas le droit d'en parler. Moi, je l'ai pas encore eu en main, j'ai pas, malheureusement pas fait la demande et j'aurais pas du tout eu le temps, de toute façon, de le traiter. En tout cas, du coup, retour la semaine prochaine, j'imagine. Après, il est pas tout récent, hein. MOS 2 est arrivé, je crois, en avril, hein, c'est ça. C'est MOS 1.2, c'est un MOS 1.2, mais ça fait super plaisir d'y retourner, quoi. Mais voilà, c'est ça, c'est que voilà, si vous avez aimé le premier épisode, je pense que faites-le. Concrètement, il y a quelques petits défauts, on en avait parlé lors du XR 360 il y a très longtemps, parce qu'il est sorti en avril, je crois, sur PlayStation VR. Ouais, il est sorti en tout début d'année. Avril, ouais. En début d'année, ouais. Bref, il y a 2-3 trucs, on en refera. C'est jeudi, hein, Galdian, tu te trompes pas. On en refera le tour, effectivement, tu te trompes pas. Mais voilà, et puis, parce que Hitch l'a mentionné, et que moi, c'est vraiment mon jeu du cœur, petit retour très très rapide sur un Team Fortress 2. Voici à quoi ressemble Team Fortress 2. Pas du tout, ça c'est de la pub. Merci. Voilà à quoi ressemble Team Fortress 2 du coup sur le moteur Source 2. Et ouais, j'ai hyper hâte du coup de voir ça en VR. Parce que ça veut dire que s'ils l'ont fait sur Source 2, c'est-à-dire que la brique multijoueur de Source 2 du coup doit être terminée, hein, parce qu'un Team Fortress non multijoueur, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Et sachant que du coup ça intègre pleinement le moteur Source 2 du coup intègre vraiment pleinement la VR, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. En tout cas c'est super chouette et clairement après moi je bouge plus de mon casque, clairement. Il y a le Friendly Fire, ouais. Alors ça dépend des serveurs, il y a du Friendly Fire, des fois il n'y en a pas, mais surtout il y a le Spy. Sur les serveurs ETR, il y a... et surtout il y a le Spy, un Spy qui manque à tous les jeux multijoueurs qu'on a en VR, sur lesquels on peut vraiment faire du vrai mind game, hein. Vous aviez le Spy donc, qui peut se rendre invisible, ok, bon ça c'était... Mais il y avait le Spy qui peut prendre le déguisement de celui qui l'assassine, l'apparence de celui qui l'assassine, et là tu passais des sacrés kiffs à prendre, assassiner le médic qui était derrière le heavy, et puis le heavy qui gueule, pourquoi tu me soignes pas, et puis on fait des bons délires comme ça. Tu le trolls, etc. Tu passes ton temps à sauter derrière lui, tu appuies sur la touche pour sauter en mode troll. C'est ça, ou alors faire des petits trains, tu sais, parce que généralement les gens en équipe, quand ils sortent d'un couloir, ils sortent toujours un par un, tu vois, gentiment. Voilà, et là en Spy, tu te fais vraiment ton petit train, tu t'en dégonfles 4 ou 5. Bref, voilà, c'est effectivement quelque chose que j'attends avec grande impatience. Et le Spy, vraiment, hein, c'est Wolfenstein, du coup Enemy Territory qui avait implémenté ça. Ça change tout sur ce genre de jeu, parce que c'est vraiment typiquement la classe qui vous empêche de camper, hein, parce que du coup fini les campeurs du coup avec cette classe là, parce que justement c'est la première chose que tu vas chercher. Donc voilà, c'est très beau, c'est très chouette, merci Hitch. En tout cas moi j'avais pas suivi du coup les évolutions de TF2 sur ce nouveau moteur. Et on espère que ça va cartonner. Voilà, là vous avez un petit aperçu du coup de ce que ça donne côté VR et des interactions. Ça peut être ouf. Bref, on va se quitter là-dessus. C'était en tout cas pour le coup la vraie dernière news de la soirée. On vous fait les bisous. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Hermès. Bonne soirée à vous, n'oubliez pas de vous déshydrater. Voilà, ceci est un message de la prévention. N'oubliez pas de vous déshydrater, c'est très important. Buvez beaucoup d'alcool, comme ça vous serez bien déshydraté. Bref, on espère que vous avez passé une excellente soirée. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis, un grand merci à tous ceux qui nous regarderont en replay. Encore des gros bisous à Mathieu, qui était dans son train du coup, pendant le live, et qu'on retrouve bien évidemment dès lundi prochain. Le XR 360, ça ne s'arrête pas pendant l'été, en tout cas on va le voir. Moi j'aurai des vacances par contre début août, à voir comment on fera. Parce qu'il faut bien décrocher un petit peu quand même. Et puis on vous fait des bisous. Bonne soirée, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, la clim dézinguée du pingouin, c'est cool. Pas du tout. Ciao. Ah, j'ai oublié ma scène.